Un des sujets dont la presse s'en parle le plus, l'IA va détruire nos emplois, on le voit de partout. Bon, on va pas se mentir, c'est vrai, très clairement. Après, il y a peut-être d'autres réflexions, peut-être aller un peu plus loin que juste se dire que ça va détruire nos emplois. Donc, comme toute la presse est négative, nous, ce soir, on va essayer d'être un peu positif et de voir quelles sont les nouvelles opportunités, les nouveaux emplois, les nouvelles façons de recruter que l'intelligence artificielle ouvre, et essayer de parler un petit peu de l'impact de l'IA sur l'emploi d'une autre façon, ce qu'on peut voir dans la presse tous les jours. Voilà, alors je remercie quand même Creactive qui nous accueille ce soir, qui nous offre le cocktail et qui nous offre la chaleur et l'électricité. Donc je vais laisser Anthony qui sera aussi un des speakers juste après, qui parlera ton sujet. Comment tu l'as intitulé ? Vous allez tous mourir. D'accord, vous allez tous mourir, donc il parlera de ça juste après. Mais déjà, il va dire quelques mots sur Creactive. Juste avant, je dis juste un petit mot. Avec quelques autres acteurs de l'intelligence artificielle à Lyon, on est en train de créer un groupement qui vraisemblablement s'appellera Lyon ISEA ou quelque chose comme ça, pour essayer en 2018 de faire un certain nombre de choses un petit peu plus structurées, qui aillent un peu plus loin que le Meetup, et notamment un gros événement qui devrait arriver en novembre autour de l'intelligence artificielle. Donc pour l'instant, on met les choses en place, mais c'est sûrement que le prochain meet-up qui sera en février, je pense qu'il n'y en aura pas en janvier, je ferai sûrement un appel à des énergies, des sponsors, des contacts, etc. Donc je vous en redirai un peu plus, mais voilà, si vous avez envie de participer à cette aventure, je pense que ça sera possible. Sur ces mots, je laisse Anthony présenter un petit peu l'entreprise qui nous accueille. Bonjour à tous, je suis Anthony Pousse, le président et fondateur de Creactive. Donc c'est deux sociétés réunies en une. La première, Creactive, est une société spécialisée dans le développement d'applications à la base. Donc on s'est lancé dans le développement d'apps dès 2008, à développer des apps natives. On a été quasiment les premiers à lancer une app dans l'App Store avec Le Parisien à l'époque, où il ne fallait pas faire d'app, où il fallait faire que des sites en WAP et en e-mode, de la préhistoire comme moi. Et on a tout de suite détecté des usages de fou, et après ça a enchaîné avec beaucoup de développement, avec la deuxième app qui était celle de Téléloisirs, donc Programme Télé. Donc si vous tapez Programme Télé dans l'App Store, c'est toujours celle de Téléloisirs qui sort, et c'est pas un hasard. On avait placé la requête début 2009 sur la requête Programme Télé. Donc ça avait fait 7 millions de téléchargements en 2009, avec des pics de 1 million tous les soirs entre 19h et 20h, avec une page de la 1 à la 6 sur un seul écran. Donc on a développé tout notre savoir-faire autour de l'usage. C'est important parce que ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, ça me rappelle ce qui s'est passé à l'époque avec le mobile. C'est-à-dire qu'il y avait un peu des questionnements, des conférences comme ça avec quelques personnes qui en parlaient en disant ça a marché, ça n'a pas marché. Et ceux qui y croyaient le plus en tout cas, et qui ont investi, sont sortis du lot. Puis en 2011, on a décidé de changer de modèle et de ne pas être que prestataire, et d'être également éditeur. Et on a cherché des domaines où on pouvait se lancer, donc développer notre propre savoir-faire et capitaliser sur nos développements, sans faire concurrence à nos clients. Donc nos clients, c'était des médias, des e-marchands, quelques boîtes en B2B. On a dit mais il y a deux secteurs que le digital n'a pas disrupté, c'était en 2011. C'est l'éducation et la santé. La santé, on a regardé vite fait, on a dit oulala, il y a des contraintes légales et réglementaires, ça a l'air compliqué. L'éducation, il n'y a rien. Donc on va aller là-dedans. Et deuxièmement, l'éducation s'adresse principalement à une population jeune. On a fait le pari de dire que demain, les jeunes n'allaient pas découvrir l'Internet par le prisme d'un ordinateur, mais par le prisme des tablettes et des smartphones. En disant que ça va être le premier device qu'ils vont avoir en main. Donc quitte à développer une app basée sur les jeunes, enfin une société qui va adresser les jeunes, on a dit on va faire une stratégie sur le mobile. Tout de suite, dès 2011, on a lancé des apps pour réviser le bac dans l'App Store, dès 2011, 2012. Alors aujourd'hui, maintenant, il y en a plusieurs, mais à l'époque, c'était innovant. Et DigiSchool s'est développé sur ce trend-là, jusqu'à atteindre aujourd'hui la taille qu'on a aujourd'hui. Donc DigiSchool, en novembre 2017 de cette année, c'est à peu près 10 millions de sessions uniques, web et mobile, 50-50, on va dire, à peu près en termes de répartition. Et c'est 5000 nouveaux inscrits par jour sur nos services. Nos services sont entièrement gratuits, mais dès qu'on veut faire une action, on est obligé de se loguer. Et là, on est toujours en grosse croissance, parce que c'est plus 50% par rapport à l'année précédente. Et on prévoit l'année qui va suivre, dans les prochains mois, de faire encore plus 50%. Donc on voit qu'il y a un usage qui explose. Et aujourd'hui, pour nous, à
type de projet d'entreprise, l'IA et ce qu'elle apporte nous bouleverse et on va changer des choses dans la société pour prendre en compte ce phénomène et développer des nouveaux produits, des nouvelles outils. Donc voilà, donc je vous remercie d'être venu à l'heure de la classe. Je vais laisser parler Florian. Merci. Bonsoir à tous. Je suis Florian. J'ai passé 10 ans à la Silicon Valley chez Box. Je suis aussi chez The Family, je sais pas si vous connaissez, j'ai fait des startups aussi un peu à grossir. Et maintenant, je suis chez Base Impact. Donc on est à Lyon et on est une startup à but non lucratif. On essaie d'utiliser la technologie et la data pour le bien commun. Et depuis un an, on fait une application pour aider les chercheurs d'emploi qui s'appelle Bob Emploi. Qui a entendu parler de Bob Emploi? Ouais, en presse, en radio. Ouais, dans la presse, avec Paul Duhan qui est le leader du projet. Et en fait, on est à Lyon et à Paris, on est une petite dizaine de personnes. Et voilà, donc ça fait 1 ou 2 ans qu'on bosse sur la data et l'intelligence artificielle autour de l'emploi. Et je vais vous faire un petit retour d'expérience de ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Et après aussi vous parler d'une autre startup qui fait des trucs canons autour des CV qui s'appelle Reminder. Donc voilà le prompt pour les 20 prochaines minutes. Alors Bob Emploi, c'est une application en ligne, donc un site web qui marche sur ordinateur et sur téléphone. Et le but c'est d'accompagner les chercheurs d'emploi. Donc c'est une sorte un peu de coach virtuel pour guider, pour essayer d'accélérer sa recherche d'emploi. C'est la suite. Donc ce qu'on fait, on a l'application, il y a un questionnaire d'une dizaine de pages, on en apprend beaucoup sur la personne, sur les diplômes qu'elle a, où est-ce qu'elle en est, les frustrations, ce qui la bloque dans sa recherche, comment se passe sa recherche, à quel point elle trouve des offres qui lui plaisent, combien de CV elle a envoyé, combien de réponses elle a eu. Donc pour faire un petit bilan. Donc on prend pas mal d'informations. Ensuite, l'application fait fait une évaluation, le point sur la recherche. Donc là ici, votre objectif est réaliste, votre profil est bon, votre marché est bon, mais parfois c'est pas le cas. Parfois par exemple le marché dans lequel vous êtes il est un peu difficile, il vaut mieux prendre un métier proche ou aller à côté, dans une ville par exemple du coin. Aussi la recherche d'emploi, parfois les personnes envoient énormément d'offres, énormément de candidatures sans réfléchir et elles s'épuisent à faire ça et c'est vraiment catastrophique. En fait, il vaut mieux cibler sur quelques offres et aussi passer par le réseau, aller prendre des cafés avec les personnes. Alors il y a beaucoup de choses où on essaie de montrer à la personne à quel point elle est en train de bien mettre les chances de son côté. Et après la partie de faire le point, on donne des conseils. Voilà, donc l'application donne différents conseils qui sont très personnalisés. On peut passer à la suite qui donne un petit zoom. Voilà. On va dire par exemple, il faut faire des candidatures spontanées et voici des exemples de boîtes près de chez vous qui recrutent pour le métier que vous cherchez. Le suivant, voici des villes près de chez vous en fait, qui ont beaucoup mieux recruté pour le boulot que vous cherchez à faire. Voilà. Donc on va aller après. Donc voilà ce qu'essaye de faire l'application. Et en gros, dans ce projet, on a signé un très beau partenariat avec Pôle emploi qui a accepté de partager énormément de données avec nous. Donc des données sur le parcours des chômeurs, qui étaient enregistrés chez Pôle emploi, aussi sur la liste par exemple de toutes les applications en ligne qui recommandent. Il y a plein d'outils pour aider sur les CV, pour préparer des boucles en ligne, pour préparer aux interviews. Et voilà, donc ils nous ont ouvert beaucoup de données, et nous ce qu'on a essayé de faire, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser toutes ces données, et ce qu'on peut faire de l'intelligence artificielle pour finalement créer une sorte de coach virtuel qui peut donner des conseils très personnalisés. Et donc ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de faire une personnalisation très très forte. Alors après, au début, donc, on a récupéré toutes ces données de Pôle emploi, donc ils nous ont filé un truc hyper intéressant, c'est le fichier historique. Donc en gros, le parcours de toutes les personnes qui sont enregistrées chez eux depuis que c'est informatisé, en gros sur les 10 dernières années, c'est anonymisé bien sûr, et puis aussi ils nous en donnent qu'une petite partie pour pas qu'on puisse désanonymiser. Il y a toujours ce gros problème même si on enlève le nom, en fait, en faisant des recoupages, on peut toujours arriver à savoir quelle est cette personne. Donc tout ça, c'est de faire de manière très très propre. Et après, une fois qu'on a eu ces données, on dit génial, on fait l'intelligence artificielle dessus, on va pouvoir trouver automatiquement quelle est la chance quelle est l'espérance de durée de chômage d'une telle personne avec un tel profil. Est-ce qu'on va pouvoir avoir des corrélations
donc en faisant du machine learning sur ces données. Donc ça, c'est ce qu'on pensait pouvoir faire. Et en fait, de faire du machine learning sur le parcours des chercheurs d'emploi, ça n'a pas du tout marché, donc c'est un gros fail malheureusement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans toutes ces données qu'on avait, qui étaient pourtant extrêmement riches et qu'on pensait pouvoir valoriser, il y avait quelques problèmes. Notamment, les données n'étaient pas propres, donc c'était toujours un peu le problème central qu'on fait de la data science. Le machine learning ne peut pas vraiment marcher mieux que la qualité des données. Et par exemple, quand on avait une ligne, on dit ben voilà, il y a une personne de 27 ans qui a 2 enfants à Lille qui était au chômage de temps à temps. Quand elle a quitté Pôle emploi, on ne savait même pas si elle avait retrouvé un boulot, ou si elle était repassée à temps partiel, ou si elle s'était juste fait rallier parce qu'elle avait oublié de se réinscrire. Donc juste en fait, un problème de une colonne qui était mal renseignée a fait qu'on n'a pas pu du tout faire fructifier ces données. Et ça, c'est un peu le quotidien des data scientists. Il suffit qu'il y a une petite merde et on peut rien faire. Et aussi un autre problème, c'est qu'en fait, ce qui va faire qu'une personne va s'en sortir ou pas, retrouver un boulot rapidement ou pas, c'est pas vraiment quel est son diplôme ou quel est son âge ou dans quelle ville elle est. C'est en fait beaucoup plus des questions de personnalité. Est-ce que la personne, elle est optimiste ? Est-ce qu'elle prend le feedback bien ? Est-ce qu'elle va oser aller demander de l'aide aux personnes, dire « Tiens, on va prendre un café, je suis en recherche d'emploi, est-ce que tu peux m'aider ?» Et ça, on l'a absolument pas dans les données de Pôle emploi. Voilà. Donc en fait, on est revenu sur cette idée qu'avec les données, on pouvait vraiment faire l'intelligence artificielle et puis prédire un peu le chômage. Mais en revanche, ça nous a fait comprendre beaucoup sur le problème en général du chômage et ce qui est important pour aider les personnes. Et après, la deuxième chose sur laquelle on a essayé de faire du machine learning, c'est en gros savoir quelles sont les recommandations les plus utiles aux utilisateurs. Donc savoir, voilà, je pense, si on a recommandé cet outil pour faire les CV plutôt que celui-là, si on le recommande à des millions d'utilisateurs, au bout d'un moment, on pourra voir s'il y a un retour à l'emploi peut-être plus élevé pour le produit A que pour la recommandation A que pour la recommandation B. Et c'est ce que fait par exemple, ce que font tous les services en ligne qui font la recommandation, Netflix par exemple pour les films. C'est assez facile de voir des corrélations qu'on a énormément de données. Dans notre cas précis, en fait, c'était pas vraiment possible de faire donc, cette amélioration continue, parce que la donnée n'est pas assez grande. Pour pouvoir faire ce type de corrélation, il faut pouvoir avoir aidé des millions de personnes et avoir après le résultat de est-ce qu'ils ont retrouvé un boulot ou pas, pour pouvoir après en déduire des liens de causalité. Et là, on a aidé 100 000 personnes en un an, et en fait, c'est pas assez pour pouvoir, il faut vraiment en gros 100 fois plus de données. Et aussi, le problème qu'on a eu, c'est que les données n'étaient pas assez, le feedback n'était pas assez rapide. Pour savoir si une recommandation a marché, en fait, peut-être que la personne va retrouver un boulot 3 mois plus tard, 6 mois plus tard. Donc on n'a pas c'est pas comme Netflix où il suffit de voir, tiens, j'ai recommandé ce film au lieu de celui-là, est-ce que la personne a cliqué tout de suite ? Voilà, c'est donner un feedback instantané. Donc ça, non, ça n'a pas marché. Donc, en ce qui concerne vraiment l'intelligence artificielle, on n'a pas pu l'appliquer directement au domaine de l'emploi. En revanche, toutes les données qu'on a nous sont extrêmement utiles pour pouvoir faire des recommandations personnalisées. Donc, on a énormément de filtres dans l'application qui vont décider, voilà, on va recommander par exemple un service pour la garde d'enfants pendant qu'on passe les entretiens, seulement par exemple aux parents célibataires, des choses comme ça. Mais après, ce qu'on va créer, c'est un système, ce qu'on appelle un système expert, avec beaucoup de règles, qui dit dans ce cas, fais ci ou fais ça, mais c'est pas du machine learning qui a trouvé des corrélations, des corrélations par magie. Donc voilà un peu sur comment est-ce qu'on essaie de faire avec Pôle emploi. Et après, je vais vous parler d'un autre service qui, lui, utilise l'intelligence artificielle de manière très intéressante pour l'emploi. Donc c'est Reminder. Vous avez entendu parler ? Non. Donc c'est une start-up à Paris d'une dizaine de personnes avec des bons geeks bien balèzes, pas mal de thésards dedans. Et c'est un outil qu'on utilise et qu'on recommande. Donc Reminder, ce qu'ils font en gros, ils scannent les CV et ils essayent en fait d'aider au processus de recrutement. Pour une boîte, il y a des boîtes qui reçoivent des milliers de CV par jour, d'arriver en fait à récupérer ces CV, à les scanner, à en tirer de l'information propre, et après pouvoir comparer à toutes les offres de boulot que la boîte a en ce moment. Voilà, parce que sinon, et en fait, les RH le font à la main. Je peux passer à la suivante. Alors, les deux trucs qu'ils font, donc vraiment, c'est ce qu'on appelle la segmentation d'un CV. C'est on récupère un CV qui peut être un doc, un PDF ou une image,
Et après, il va falloir en extraire de la donnée structurée, de la donnée propre. Donc savoir voilà, quel est le nom, quelle est l'expérience, quels sont les skills. Et pour ça, ça demande en fait de l'intelligence artificielle. Et donc ils font deux choses. Ils font ce qu'on appelle la computer vision, c'est-à-dire quand il y a une image, c'est juste une image. Donc en fait, ils utilisent des algorithmes pour détecter, tiens, là il y a un rectangle, là il y a un autre rectangle, là il y a deux colonnes, tiens, ça doit sûrement être les expériences qui sont faites voilà, ligne par ligne. Voilà, arriver à voir un peu la géographie de l'image. Et ensuite, ils font du NLP, donc c'est du processing de langage naturel, pour arriver à voir, bon, ça ressemble à un email, ça ressemble à une formation, ça ressemble à un nom d'entreprise. Donc ça va être, voilà, je vais mettre cette donnée dans les petites cases que j'ai besoin de remplir pour créer le profil d'un CV. Voilà. Et donc ça, ils en sont à un niveau qui est pas mal, enfin qui est le meilleur du marché, mais c'est pas encore là, c'est des problèmes extrêmement difficiles à régler. Et donc nous on l'utilise pour pouvoir justement segmenter les CV que les utilisateurs mettent sur Bob Emploi, mais le résultat n'est pas encore vraiment au niveau de pouvoir l'utiliser à 100% en faisant confiance. Et ensuite, le deuxième truc qu'ils font qui est intéressant, c'est une fois qu'il y a un CV qui est propre, donc mes données propres, comment est-ce que je le match avec les jobs que j'ai? Actuellement, ce que font les RH, elles ont leur base de données de CV, elles vont faire des recherches, donc des recherches par mots-clés. Je dis, voilà, j'ai besoin de quelqu'un qui sait faire du design, qui sait utiliser Photoshop, qui a tant d'années d'expérience, et après ça filtre et la personne regarde le résultat. Mais là, en fait, en faisant du machine learning, on peut faire des choses beaucoup plus intéressantes, où en fait, ce qu'on peut regarder dans l'historique de la boîte, quels sont les CV que les personnes des RH ont regardé, mais en fait, qu'elles ont regardé vraiment concrètement, et quels sont après ceux qui ont conclu qui sont allés jusqu'à faire des entretiens et des embauches. Et après, en regardant ça avec suffisamment de données, en ayant des milliers de cas, on peut utiliser là du machine learning pour voir des corrélations et se rendre compte que, en fait, c'est ces critères que les personnes regardent, mais après de manière consciente ou inconsciente. Et on peut créer les règles, trouver les corrélations qui se font entre quels sont vraiment les types de profils qui sont privilégiés dans la boîte, et finalement faire que la machine scanne de manière assez similaire qu'une personne réelle ferait. Donc ça, c'est en s'inspirant du passé. Et après aussi, les autres choses intéressantes qu'ils font pour le matching, c'est voir sur les mots, de voir tous les mots proches. Par exemple, pour un boulot d'ingénieur informatique, on peut appeler ça un ingénieur informatique, un web développeur, un software engineer, donc il y a plein de noms qui sont assez proches. Et quand on commence à avoir énormément de CV et énormément de job description, d'offres, voilà. On peut voir en fait, elles sont corrélées, ça généralement c'est le même nom, et on peut faire des choses un peu plus fluides que les filtres très stricts qui checkent vraiment sur des mots très précis, et permettre en fait de faire remonter des CV auxquels on n'aurait pas forcément pensé. Voilà. Donc ça c'est ce qu'ils sont en train de faire, et c'est un peu les plus poussés là-dessus. Il y a d'autres boîtes qui font aussi des choses comme ça, et c'est un domaine qui est à son début, mais qui, quand il va commencer à marcher, il va être très très puissant. Et notamment il y a Google qui a lancé une grosse opération autour du recrutement. Ils ont lancé Google Hire, je ne sais pas si vous avez vu. En fait, c'est un outil pour pouvoir justement gérer tous les CV qu'on reçoit dans sa boîte. Et ils sont en train d'essayer de concurrencer Indeed, qui est un peu le numéro 1. Quand on cherche offre boulanger Lyon, je pense que c'est Indeed qui sort en premier, pour pouvoir être là, avoir toutes les offres, et puis pouvoir faire les matchings aussi, un peu comme Reminder essaie de faire. Voilà. J'ai aucune idée où j'en suis au niveau du temps. Un peu en avance. Un peu en avance ? C'est absolument technique. Ok, très bien. Voilà. Donc je suis pas si vite. Voilà, c'était un peu un petit tour d'horizon de moi ce que j'ai vu sur l'intelligence artificielle et l'emploi. On peut faire quelques petites questions, puis après on passe à la suite. J'ai une question. En général, tous les outils qu'on voit, c'est des outils qui sont destinés finalement à des gens qui cherchent du travail. Oui. Par contre, quand on est une entreprise et qu'on recherche énormément de candidats, qu'on recrute massivement, on n'a pas de solution, en tout cas à ma connaissance, de solution Big Data qui nous permettrait d'avoir tous les jours dans notre boîte mail des CV de gens qui postulent en ligne, sur le Pôle emploi, sur Boncoin, sur bref, qui déposent leur CV quelque part, et qui nous permettrait, en fonction de mots-clés très cibles,
en fonction de ce qu'on recherche, d'avoir automatiquement ces CV qui nous soient renvoyés automatiquement dans nos boîtes mail. Ouais. Ça, enfin, je ne sais pas si ça existe. En fait, justement, les boîtes comme Reminder, elles font exactement ça. En fait, toi, tu as les offres que tu as envie de pourvoir en ce moment, et tu as plein de CV qui arrivent, et c'est un peu le bordel. Au contraire, non, c'est que j'ai pas assez de CV, et que j'ai beaucoup d'offres d'emploi, Ouais. j'ai pas assez de candidatures. Et j'aimerais avoir un aspirateur à CV sur Ah, le net. d'accord, c'est que tu n'as pas assez de CV entrants. Oui. D'accord. Non, voilà, Reminder, effectivement, c'est le problème inverse. Ils ont tellement de CV à tâter que ça tombe moins faire. Ok, d'accord, très bien. Moi, c'est l'inverse. Ouais. Et ben non, là-dedans, je connais pas forcément d'outils là-dessus. Ouais. Et Pôle emploi non plus, il s'en sort pas assez. Non, c'est pas qualitatif. Et après, de l'autre côté, pour le recrutement, le truc les offres en ligne, c'est sympa. Le truc qui marche le mieux, c'est la cooptation et le réseau. Nous, on est 10, on a fait 8 embauches sur 10 par amis d'amis de réseau, et c'est comme ça que ça marche. Et ce que je conseille souvent aux startups qui essaient de recruter, c'est qu'il faut absolument passer du temps à aller un peu faire chier tous les employés, à dire ok, dis-moi la liste des 10 personnes que tu connais de ta fac, de ton école, des anciens boulots, avec qui tu veux absolument bosser. Donne-moi leur liste, ok, on va les contacter, et il faut être agressif, proactif pour aller chercher les meilleurs candidats. Voilà. Donc si tu trouves pas assez de candidats, vraiment, c'est le conseil numéro 1 que je fais, et je pense pas qu'il y a de trucs miracles qui va te faire venir des CV super qualifiés en quantité. Peut-être un travail à faire du coup. Peut-être. Dans l'exemple que vous avez donné de Reminder, vous avez dit on va s'inspirer du passé, des critères qui ont permis de recruter des gens. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas un risque dans ce mode de fonctionnement à reproduire des critères qui peut-être vont évoluer dans le temps, et les critères du passé ne sont pas forcément ceux qu'on veut dans le futur, si on fait évoluer la stratégie de recrutement, la stratégie de la boîte plus globalement? Est-ce que c'est pas un risque, ça, justement, de créer de l'uniformité ou de créer quelque chose qui correspond à une image du passé dans cet exemple, et plus globalement dans l'intelligence artificielle? Ouais, non, tu as tout à fait raison. Il y a ce risque, en plus il y a le risque des biais de je vais embaucher que des centraliens, mais en fait finalement je vais que embaucher des centraliens blancs hommes de 30 ans, et je vais jamais avoir une diversité, ce qui est un problème dans pas mal de startups. Et ça, c'est clairement un problème. Donc faut faire gaffe à ça. Après, en revanche, il y a un avantage, c'est que ce type il se focalise plus sur les compétences que sur les labels de tiens, j'ai fait telle boîte, telle école. Ils arrivent quand même, ces algorithmes, à te faire sortir des trucs auxquels tu n'aurais pas pensé. Et la promesse, c'est que l'avantage de ça soit beaucoup plus grand que l'inconvénient dont tu parles. Okay. Une dernière question. Tu disais que le modèle n'était pas encore mature et qu'il le serait, j'espère, bientôt. À partir de quel pourcentage de réussite t'estimes qu'un modèle est mature? Parce que moi, j'imagine qu'il y a toujours un taux derrière d'erreur, forcément, dans la reconnaissance. Après, c'est une question de produit, c'est à quel point tu arrives à faire finalement un outil qui fait gagner plus de temps qu'il en fait perdre aux personnes qui utilisent. Et il y a un petit seuil psychologique. Quand tu vois que ton outil il se trompe, je sais pas, une fois sur 4, tu dis merde, là, ça va pas marcher, je vais louper des bons CV. Après, quand on commence à louper 1 sur 20, tu dis bon, c'est pas grave, ça me fait gagner du temps et je sais que c'est assez bon. Et ce seuil, il peut dépendre un peu de l'industrie dans laquelle tu es, de ce qu'ont les clients actuellement. Mais c'est ça. Et après, le truc ne sera jamais parfait. C'est juste une question de est-ce qu'on peut accélérer ce qui est fait à la main de manière significative avec l'intelligence artificielle. Ça répond à ta question après? Ouais, si. Ok. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Ok. Florian. Bon, merci à tous. Alors après avoir parlé un peu de recrutement, on va parler des métiers, spécifiquement du digital, puisque l'intelligence artificielle c'est quelque chose de digital au départ, et donc on va voir un petit peu comment ça se répercute sur les métiers qu'ils ont créés. Je te laisse la parole. On va bien fort. Ouais, je vais parler plus fort. Donc nous, l'IA, aujourd'hui, comme je disais, elle est au cœur du projet d'entreprise de DigiSchool, et l'analyse de ce que ça nous permet de faire
ça nous permet de changer de paradigme et la façon dont on conçoit même nos produits. Et à partir du moment où on change nos produits, on change les métiers dans notre société, la façon dont on va aborder les choses. C'est-à-dire pour moi, l'IA, le positionnement sur lequel on a opté, c'est un outil fantastique pour capter et qualifier la demande. Et cette phrase, elle est importante, notamment quand on voit ce qu'on dit autour de Pôle emploi, etc., ou du marché de l'emploi. Quand on a un marché d'offreurs non pourvus, c'est qu'on a un problème pour capter la demande et sourcer. Et le fait de sourcer bien, l'IA pour nous permet de faire ça. Et du coup, ça a beaucoup d'impact. Comme je disais en introduction, DigiSchool, c'est 10 millions de visites par mois. C'est énorme, ça va aller encore en croissant. Mais nous, on dit les visites et le modèle de Google, c'est terminé. C'est un modèle qu'on nous a imposé, c'est le modèle Google Analytics. J'ai tant de visites, tant de pages vues, tant de durée de session. J'ai pas des visites, j'ai des intentions. Et si on considère que j'ai des intentions, et pour nous, une intention, c'est quoi? C'est un individu, donc c'est pas un visiteur, c'est une personne réelle derrière un ordinateur. Et une intention, c'est un sujet verbe complément. Je veux faire ceci, je veux cela. Et on voit qu'à partir du moment où on arrive à capter les intentions, on peut les rerouter d'une certaine façon pour rendre visible l'offre. Alors ça, c'est un peu abstrait, mais dans la démonstration, je pourrais vous indiquer. L'IA et l'emploi, aujourd'hui, pour nous, c'est un gros saut vers l'inconnu, mais moi, j'aime bien parce que du coup, c'est là où il y a des choses à créer. Si on peut passer au slide suivant, bien évidemment. Donc ça c'est plus pour la joke, mais c'est de dire, on ne sait pas si ça va créer des emplois, on ne sait pas si ça va en détruire, en tout cas ça va bouleverser les choses. Donc là je travaille avec des cabinets très précis qui confortent mon analyse qui a été faite ce matin. Donc du coup en tout cas on voit que ça bouge et qu'il faut se poser un petit peu pour voir les impacts qu'on a sur le métier. Et l'idée c'est de dire, est-ce que l'IA c'est qu'un sujet technique fait pour les plus perchés d'entre nous et les plus capés d'entre nous, ou est-ce que ça a d'autres impacts? Moi, je pense que ça a des impacts sur toute une entreprise. Ça veut dire que du président au chef de produit, à la direction marketing, ça va tout toucher, et donc il va falloir se réinventer. La première chose, c'est sur le produit. Nous, c'est un impact très concret. Ça veut dire que je pense que ces derniers temps, il n'y a pas eu un seul produit, en tout cas, qui m'a impressionné. Moi, je suis ingénieur de formation, donc j'en parle assez tranquillement. Et il y a 20 ans, je faisais déjà de l'IA dans les transports routiers, dans les transports maritimes. Donc on n'est pas sur des sujets nouveaux non plus, ça existait déjà. Optimiser des tournées, optimiser la façon dont on remplit des cargos de containers, etc. Ça a toujours existé. Et les règles mathématiques étaient déjà là, il manquait juste la puissance de calcul. Mais en tout cas, en termes de produits, aujourd'hui, il y a eu très peu de produits innovants. On a juste reproduit ce qu'on avait à peu près dans la vie réelle. J'ai pris des cas concrets, en tout cas, faits par DigiSchool. Bon, pour le coup, quand on fait une app pour réviser le bac, qu'est-ce qu'on fait de plus que digitaliser un livre? Après, on peut mettre un petit peu de marketing dessus. J'appelle ça un MOOC, j'appelle ça un SMOOC, j'appelle ça un truc un peu moderne. Et du coup, hop. Mais du coup, est-ce que j'ai vraiment fait quelque chose de super innovant? Non, j'ai pris les technologies du moment. Avant, il y avait la pierre, après, il y a eu du papier. Maintenant, on a des iPhones, on a reproduit. Sur les process de gestion, pareil. Avant, on faisait les payes à la main. Moi, je faisais mes facturations avec Excel. Bon, mais maintenant, j'ai un logiciel. Est-ce que c'est super innovant? Je ne sais pas. Et sur le commerce, et plus généralement sur l'e-commerce, sur Internet, on reproduit les process de vente aujourd'hui. Moi, je pense que l'IA, aujourd'hui, va introduire carrément dans les entreprises des nouvelles features. On le voyait, qu'on n'imagine pas encore aujourd'hui. Et qui dit de nouvelles fonctionnalités, dit de nouveaux produits, tout simplement. Là, je prenais l'exemple un service qui va parler à tout le monde, c'est Pif Gadget. Pif Gadget, aujourd'hui, c'est un canard mais qui avait un petit peu du mal. On a tous joué avec Pif Gadget quand on achetait le truc et on avait un petit cadeau. Aujourd'hui, grâce à l'IA et aux techniques de reconnaissance qui sont hyper évoluées, c'est-à-dire quand on parle de faire de la réalité augmentée, il y a deux choses. Il y a faire la reconnaissance de l'objet, mais la reconnaissance concrète, pas dire que c'est un livre. Dire c'est le Pif Gadget numéro 43. Ça, c'est juste 10 fois plus compliqué de dire c'est le Pif Gadget numéro 43 que de dire c'est un livre. Donc là, je fais vraiment de la reconnaissance. Et à partir du moment où je suis capable, et ça, forcément, c'est utiliser des techniques de machine learning, de reconnaissance et tout combiné est assez puissant. Donc il faut en plus que ça aille vite. Parce que maintenant, on ne tolère plus 2 secondes de latence. C'est la fin du monde. Et maintenant qu'on peut augmenter, je peux avoir mon cadeau en réalité augmentée. Et donc du coup, ce cas concret existe, ça veut dire que c'est une société qui a développé, qui s'appelle SnapPress. On peut augmenter
son pile gadget grâce à la réalité virtuelle, à la réalité augmentée. Et du coup, j'ai un nouveau produit parce que du coup, mon petit dragon, je peux le faire bouger, je peux le faire aller dans tous les sens. Ma petite plante que j'ai oublié de planter les graines et qui ne poussait pas, là je peux la suivre comme un Tamagotchi, etc. Donc j'ai un nouveau produit qui est totalement physique et digital, qui n'existait pas avant. Donc qui dit nouveau produit, dit nouveau concept. Et la façon dont on va concevoir son produit, on monte. J'ai pas bougé en fait. La façon dont on fait notre produit, dont on le conçoit, mais maintenant j'édite pas un pif gadget. Ça veut dire que la personne qui fait sur InDesign son livre, elle doit penser différemment. C'est pas je fais le pif avec mon cadeau, avec le sachet plastique dessus. Il faut le penser différemment, il faut travailler en équipe, etc. Donc nous on dit il faut changer de paradigme sur les produits. C'est ce qu'on est en train de faire nous en interne, c'est dire tous les réflexes qu'on avait sur comment on fait une maquette, sur c'est quoi l'onboarding, etc. Il faut changer et se dire qu'avec la réalité, avec toutes les nouvelles technos, on peut le faire. Et il y a un paradigme qui est pas mal, se dire comment ça se passe dans la vraie vie. C'est de dire l'intelligence artificielle, alors l'artificiel est très mauvais parce que c'est une intelligence qui se rapproche de plus en plus de l'humain, donc de ce qu'on est capable de faire. Donc à partir de ce moment-là, le produit qu'on doit concevoir, dire comment ça se passerait dans la vraie vie si c'était moi le produit. Donc quand je fais du learning, aujourd'hui on avait le caillou, on avait le livre, on avait la tablette. Mais maintenant peut-être qu'avec l'IA, je peux faire quelque chose comme un vrai prof et donc faire des produits qui ont juste rien à voir. Donc changer le paradigme, faire pour moi ce qui s'appelle des vraies innovations. Aujourd'hui, là on va pouvoir faire des vrais trucs de fou, alors qu'aujourd'hui on était plutôt on est des ingénieurs qui recodons la vie un petit peu différemment, et on fait un peu et donc d'imaginer des features comme on n'en a jamais imaginé. Maintenant on peut passer aux features. Sur l'architecture, alors moi je suis ingénieur, ça aussi c'est assez intéressant, c'est de dire, sans rentrer dans la techno pure, etc., nous je pense pas qu'on aura des ingénieurs capables de penser une intelligence artificielle de dingo en interne. On a des experts, on a des gens qui peuvent aller loin, mais on peut dire aussi que l'intelligence artificielle demain sera sur étagère. Et on voit qu'il y en a plusieurs, il y a plusieurs technos aujourd'hui, Google API, il y a Facebook qui a rendu accessible des choses aujourd'hui. Ça attaque via la reconnaissance du langage naturel, ça attaque via la reconnaissance des images, ça attaque via d'autres systèmes. Et c'est de dire aujourd'hui ce qu'on a déployé, ce qu'on a osé sortir de notre système d'info, et quand on fait un site internet, typiquement, on a autorisé à dire tiens, le paiement, je vais pas le faire quand même. Je vais prendre un prestataire expert. Donc ça, on l'a fait. C'est Stripe, c'est PayPal, c'est tous ces systèmes-là. L'indexation des contenus, nous, typiquement, c'est quelque chose qu'on prend aussi sur étagère. Donc ceux qui connaissent, il y a la Google Search Engine, mais il y en a d'autres. Il y a Elasticsearch. Donc ça, on le fait maintenant en mode délocalisé. L'open data nous permet aujourd'hui de dire sur plein de données, des corpus, d'aller les chercher, et donc de dire je ne vais pas les stocker chez moi, elles existent, elles sont maintenues à jour, je vais le faire. Un SSO, quand je fais un Facebook Connect, entre guillemets, je lâche la propriété des utilisateurs à Facebook, etc. Donc ça, c'était plus ou moins autorisé, on se disait c'est cool parce que du coup, mon intelligence reste in-house et je délocalise tout ce qui est pas mon métier. C'est pas mon métier de faire du paiement en ligne, c'est pas mon métier d'identifier les personnes, c'est pas mon métier d'indexer des contenus, etc. Mais je garde mon moteur de métier en interne. Sauf que, si on dit que l'IA demain elle va être sur étagère, etc., l'IA, a priori, ce qui va passer par l'IA, c'est notre métier, c'est là où on veut mettre de l'intelligence. Et donc là, on est en train de dire, et nous les premiers, on commence à faire des premiers tests avec des NLP, avec le Google API. On commence à donner, quelque part, nos règles d'intelligence à Google. Et nos règles d'intelligence, c'est notre métier. C'est comment on veut faire notre métier. C'est les vraies règles de métier. Donc là, on dit, oulala, on va déployer ça, et au final, c'est quoi ma boîte? Qu'est-ce que j'ai en actif dans ma boîte? Donc nous, en termes de conception, d'urbanisation des systèmes d'info, c'est dire, attention, là, je suis en train de carrément délocaliser mon métier. Donc ça peut être dangereux. Et après, il y a un deuxième niveau que nous, on goûte tous les jours, qui est assez sympa, c'est ça bug. Ça bug. Là, on commence à tout savoir. Ça veut dire que nous, quand on a un bug maintenant, on met, il y a tout le monde. Il y a tout le monde qui s'y met. On s'y met au front, on s'y met au back. La personne qui a codé les règles s'y met aussi. On ne sait plus pourquoi le bot ne répond plus. On sait plus. Ah, ça doit venir du front. Non, ça vient pas du front. Ça doit venir du serveur. Non, c'est pas du serveur. Ah, ça doit venir de. Ah, c'est Google API qui merde. Non, c'est pas Google API. C'est l'ensemble. Ah ouais, là, c'est un peu plus compliqué. Et de dire, oula, j'ai ma propre boîte. J'ai externalisé mon métier. Ça tombe. Ouf. Là, on est.
bon, on est KO. Donc c'est de dire attention, nous en tout cas ce à quoi on réfléchit, c'est de dire et on y va mollo du coup, parce qu'on dit faire un all-in sur l'IA c'est sympa, par contre ça veut dire qu'on exporte pas mal de techno, etc. On est encore on balbutie, on apprend, on ne sait pas exactement tout ce qu'on fait, mais par contre dès qu'on est en prod, il y a un danger, c'est de dire comment on rollback, comment on revient sur des moteurs un peu plus simples au cas où pour passer le CFD. Donc ça c'est notre réflexion en ce moment sur l'architecture. Ça complexifie tout et ça pose une question un peu métaphysique. Je délocalise mon métier, je délocalise ma connaissance. On va passer à la suivante. Marketing, on a la même chose. C'est-à-dire à la base, nous on fait 10 millions de sessions, mais il y a une stratégie marketing derrière. On ne fait pas du trafic sans connaître un peu tout ça. Et aujourd'hui, le marketing, pareil, il a été assez basique. On l'a poussé dans ses retranchements. C'est-à-dire qu'au début, on a dit, on va essayer de qualifier les données, donc on va mettre des cookies, etc. Les cookies, on va essayer de rajouter des petits tags à l'intérieur. On va rajouter derrière un CRM. Donc mon individu, je le connais de plus en plus, etc. Mais ça, c'est pas une haute intelligence. Après, on a dit, on va partager la data. Donc pour ceux qui s'y connaissent un peu, on va faire des DMP. Donc ça veut dire que quelqu'un qui passe chez moi, il peut être connu aussi par un autre. En plus, on peut tous les deux enrichir les profils en dealant ensemble. Puis après, derrière, on met nos règles. Et nos règles en marketing, c'est le marketing automation, c'est de dire si, alors. C'est s'il vient là, qu'il associe et qu'il fait cela, alors je balance telle règle. Donc s'il vient, machin, je lui envoie un email. Si ceci, je lui envoie une promo, etc. Si on pousse le vice encore plus loin, est-ce que pourrait permettre pour les services marketing l'intelligence artificielle, c'est de dire pourquoi tout ça, ça serait pas dynamique et presque hors de contrôle, parce qu'aujourd'hui, quand on fait des modèles humains, on fait des si alors, nous notamment dans les écoles, qui est notre domaine de prédilection, on sait que nos clients sont capables dans les outils marketing automation de coder à peu près 10 scénarios. Ils ont 10 scénarios préconfigurés en disant voilà, quelqu'un vient de rentrer dans ma base de données, et après il y a de 1 à 10 et le système joue avec. Est-ce que c'est les bons? Est-ce que sur 100 000 personnes qui ont été taguées, est-ce qu'on peut les résumer à 10 scénarios? Nous on dit il y a possibilité de faire des scénarios totalement dynamiques, totalement individualisés, avec le petit bémol, hors de contrôle. Donc on ne sait pas pourquoi la machine pourrait exécuter telle stratégie marketing et tel message. Et nous, ce en quoi on prend beaucoup, c'est de dire à partir du moment où j'envoie des messages, aujourd'hui de la même façon, j'ai 10 scénarios et j'ai à peu près 3 campagnes, donc je vais avoir 3 créas. Et pourquoi le contenu ne serait pas totalement dynamique? Aujourd'hui, nous, il y a des prestataires, des partenaires qui sont capables de produire du contenu à la volée. Mais pourquoi mon message marketing ne serait pas fait aussi à la volée? Parce qu'on n'est pas sensible au même input. Donc on dit demain, un marketing, il peut être totalement automatisé en fonction de mes comportements et en plus personnalisé dans les messages pour m'attraper. Et là, j'ai fait des petits délires, mais si la machine me connaissait bien, elle sait très bien que j'ai pas, je sais pas combien, on doit être vers le 20, mais j'ai toujours pas fait mon cadeau de Noël. Et donc, s'il est bon, il peut savoir ce que j'ai déjà acheté l'année dernière sur Amazon et les 5 dernières années, et carrément me dire, tiens, on sait que tu vas très bien acheter ces 3 cadeaux et que ton budget, ça sera plus 10% parce que tu es à la bourre. Et je vais acheter. Et ça, c'est ce que pourrait produire une machine marketing, me l'envoyer sans savoir pourquoi, en analysant mon comportement. Dans la vraie vie, n'importe quel vendeur reproduirait ça. Il me voit arriver je débarque demain en magasin, Galerie Lafayette, une bonne vendeuse, elle me l'a fait à l'envers. Elle le voit, elle va dire tiens toi, bing, ça va y aller. Mais pour moi le marketing automation ça peut être ça. Ça peut être aussi ça, j'ai inventé le Black Friday, c'est de dire alors retour vers le futur, on sait que tu vas acheter l'iPhone 11. On va pas se mentir, donc achète le maintenant, précommande le maintenant. Parce qu'on analyse des comportements, tu as commencé en 2008 avec l'iPhone 2. Voilà. Donc c'est pas une intelligence non plus de dingo. Et de dire un marketeur, il pourrait pas le faire ça, analyser tout ça. Des process automatiques, on pourrait le faire. Donc c'est de dire demain, des nouveaux outils pour les marketeurs, parce que les outils actuels ne permettent pas de le faire, donc des nouvelles compétences à créer. En tout cas, il y a des choses à faire sur le pôle marketing. Donc là, on a vu la partie produit, la partie tech, la partie market. Après, il y en a une autre qui pour nous est intéressante, c'est la partie business. C'est quasiment la dernière strate de l'entreprise, c'est de dire ça me permet de faire quoi en termes de business IA, c'est-à-dire de la même façon, même quand on dit qu'on est innovant dans une start-up, on ne l'est pas vraiment, parce qu'on vend des produits physiques ou digitales, mais on les vend soit à l'acte, soit à l'abonnement.
appelle ça le modèle SaaS, le modèle abonnement, etc., des licences. En fait, ça a toujours existé, hein, des abonnements, on s'abonne à des canards depuis 100 ans, etc. Donc on n'a rien réinventé. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a à partir du moment où je vais créer des produits que je ne connais pas, forcément, ça va me permettre de vendre quelque chose que je ne sais pas valoriser aujourd'hui. Et là, j'ai 2 exemples concrets, et du coup, on ne peut pas faire de BP. Nous, on est une boîte qui a levé 14 millions d'euros en 2016. Si on me demande demain de faire mon BP 2019, je fais un petit jeu dans Excel, mais c'est quand même assez inconsistant à bien des égards, notamment sur les nouveaux modèles. Sur les modèles que je connais, je peux tirer des traits. Sur les modèles impactant l'IA, sachant qu'on bosse dessus, c'est un peu plus compliqué. Par contre, on peut dire, sur une application comme SnapSchool et Devoirs.fr, on a à peu près 50 000 personnes par jour qui postent des devoirs, qui font des trucs, etc. Donc je connais les difficultés en moyenne des élèves par matière, par classe, etc. Je sais que ça décroche en mathématiques 5e aujourd'hui. J'ai pas besoin, on le voit, il y a un surplus de postes, il y a beaucoup plus d'échanges là-dessus, etc. C'est dire, je pourrais très bien dire le rapport PISA qui aujourd'hui est fait par un tas d'experts, etc. Je pourrais quasiment l'automatiser et même le rendre prédictible en disant, vous étiez d'un de 3e, là vous serez 16e. Voici la météo du niveau éducation en France. On le sait, c'est quasiment déclaré. Mais ça, combien ça vaut? Alors ceux qui font le rapport, j'espère qu'ils ne regardent pas la vidéo, ils doivent le vendre très très cher. Nous, on pourrait le vendre peut-être un peu moins cher. De dire combien ça vaut, par contre, je ne sais pas. À nous mettre un peu. De la même façon, on pourrait dire on parlait tout à l'heure de la reconnaissance des livres. SnapSchool, on prend en photo des livres, des devoirs, et la communauté répond. Donc là, on est sur une appli communautaire, on est sur Facebook, mais je pourrais avoir un autre modèle économique, une appli entièrement et totalement gratuite, en disant, tiens, maintenant je sais que j'ai reconnu telle page, de tel livre, tel numéro, tel exercice, du coup je peux faire des statistiques d'usage, qu'elles soient commerciales. Ton livre de mathématiques 5e, il n'est pas utilisé, vendu dans le 69, donc il faut faire une action commerciale pour qu'il soit plus diffusé, puisqu'on n'a pas de photo de ce livre, donc c'est qu'il n'a pas été vendu, et qu'on peut faire des choses avec. En même temps, je peux ramener des choses en disant, tel exercice n'est jamais utilisé, donc il faudrait peut-être se poser la question de la pertinence de mettre ça dans ton bouquin, et voire même relever les fautes, puisque dans toutes les éditions, il y a quasiment des fautes. Combien ça vaut ça pour un éditeur? Pareil, j'en ai aucune idée, mais en tout cas, je me dis intérieurement, ça a quand même une valeur. C'est-à-dire, ça peut être un outil de pilotage commercial, un outil de pilotage de produits. Et pour finir, de dire, nous en interne, si tu veux zapper, ça nécessite que, même si on ne sait pas trop où on va, l'IA, comme on le fait aujourd'hui, c'est plutôt cool. C'est-à-dire qu'il faut commencer à s'y intéresser, à se poser la question, et ne pas mettre que les devs dans la partie, parce que ça concerne tout le monde. Quand on n'arrive pas à faire un business model, on n'est pas forcément un super ingénieur, mais on doit quand même l'anticiper en disant qu'est-ce qui pourrait avoir de la valeur et réfléchir. Et donc l'organiser, donc ça veut dire que la société doit bouger, donc si on parle d'emploi et de stratégie en interne, c'est-à-dire monter des gens qui s'organisent autour de l'IA et qui bossent ensemble, qui ont des univers, des parcours différents, peut-être faire monter quelques formations pour acculturer la société, etc., faire des meet-ups comme on fait aujourd'hui, mettre un budget, ça veut dire consacrer des ressources, et surtout le but c'est d'expérimenter. Nous c'est ce qu'on fait, on expérimente, et souvent, notamment on expérimente des chatbots, on en met 3 en compétition. On ne sait pas lequel va marcher, on ne sait pas ce qui se passe, on prend 3 technos et on les dispatche comme ça, et on voit, et on paramètre, et on essaie de paramétrer les mêmes règles, et ça ne produit pas totalement la même chose, etc. Et au final, on verra bien, parce que l'essentiel c'est d'y être assez tôt, ne pas surinvestir et dire que ça va révolutionner la planète, mais d'y aller step by step. Donc pour les collaborateurs, je pense qu'aujourd'hui ça serait une erreur pour eux de dire c'est que le sujet des techs, c'est pas vrai. C'est d'utiliser des techs, voir ce que ça peut avoir un impact comme produit, et de dire tiens, toi, moi dans mon métier, ça va pas le disrupter ou forcément l'anéantir, en tout cas dans le digital, puisqu'on est dans la compète. Donc normalement ça ne devrait pas l'anéantir. Par contre, il faut quand même se poser les questions de dire qu'est-ce que je vais faire, comment je peux concevoir mes produits, et comment je peux apporter pour une fois des réelles innovations dans mes produits. Parce qu'aujourd'hui, pareil, à mon sens, on peut encore beaucoup plus innover. Donc voilà. Une ou deux petites questions. C'était trop clair. Et on passe à la suite alors. Allez. Merci Anthony.
Et ben Olivier, sur les nouveaux métiers à nous parler. Bonsoir. Enchanté. Deux, trois têtes donc mon métier, c'est d'évangéliser sur l'intelligence artificielle, c'est-à-dire rencontrer des sociétés qui veulent faire de la transformation digitale et qui ont besoin d'utiliser l'intelligence artificielle, ou en tout cas de voir comment ils pourraient utiliser l'intelligence artificielle. D'accord. Donc pour bien comprendre les métiers qui vont être induits par l'intelligence artificielle, il faut d'abord comprendre les métiers qui vont être impactés. Aujourd'hui, dans une étude qui a été réalisée par McKinsey en 2013, aux États-Unis principalement, il y a 4 métiers qui sont vraiment très impactés. C'est la logistique, le transport, le transport, les bureaux et puis l'administration, bien sûr. D'accord. Une fois qu'on a compris ça, on s'aperçoit que c'est des métiers qui vont vraiment être impactés. C'est-à-dire que le but avec l'intelligence artificielle, c'est d'automatiser une tâche. Donc là, on sait qu'à 90 ou 95%, on peut faire ça. Donc si demain vous rêviez d'être le conducteur de truck, il faut faire autre chose. Clairement, on sait que c'est fini aujourd'hui. Si vous vouliez être chauffeur de taxi, c'est pareil, oubliez, les voitures autonomes, c'est déjà présent. Ça, c'est fini. Par contre, on s'aperçoit dans cette étude qu'il y a 3 choses qui sont importantes dans les métiers qui ne sont pas impactés par l'IA. Ça va être la créativité, l'étude des émotions et puis le côté social. Alors, si vous avez une de ces 3 composantes, vous serez très très peu impacté par l'intelligence artificielle. Et donc, on sait qu'aujourd'hui, ça c'était en 2013, on sait qu'en 2017, je pense que si on faisait la même étude, il dirait qu'il y aura encore plus de pourcentage de gens qui seraient impactés. Aujourd'hui, on sait qu'on va, grâce à l'automatisation, grâce à l'IA, on va nettement améliorer cette partie-là. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus, on est super fort pour répéter une tâche de façon automatique, comme dans les usines, sauf qu'aujourd'hui, on va le faire dans les bureaux. Exactement pareil. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut bien identifier, c'est les capacités dont on va avoir besoin pour se projeter au-delà de 2020. Aujourd'hui, si vous êtes fort en négociation, si vous êtes fort en intelligence émotionnelle, si vous êtes fort en management, et si vous êtes fort en créativité, vous n'aurez aucun problème. Parce que ça, c'est 4 domaines où l'intelligence artificielle elle est incapable d'aller aujourd'hui. L'intelligence artificielle, il faut bien comprendre qu'elle se nourrit. D'accord ? Elle se nourrit de quoi ? Elle va se nourrir de ce qu'on lui apprend. Un modèle neuronal, ça n'apprend que ce qu'on lui apprend. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul modèle neuronal qui est capable d'aller sur le net parce qu'elle n'a pas compris une phrase dans une langue et d'aller apprendre la langue pour pouvoir comprendre la phrase d'après. Ça, c'est la science-fiction. Aujourd'hui, il n'y a personne qui est capable de faire ça. Même nos amis de chez Google, ils ne savent pas le faire. Non, ça ne veut pas dire qu'ils ne sauront pas le faire. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est impossible. Donc, partant de là, il va falloir développer ces activités-là. Mais il y a une chose qu'on n'apprend pas aujourd'hui, c'est qu'on n'apprend pas à apprendre. Aujourd'hui, on a tous fait une formation. Et je pense que dans la salle, il y a probablement plein de gens qui ont des métiers qui n'existaient pas quand on a fait une formation. Ben, ça va être encore pire. Ouais. Mais en plus, il y a une autre chose qu'on ne vous dit pas aujourd'hui, dans tous ceux qui font des formations, c'est qu'il va falloir apprendre. Tout le long de sa vie, il va falloir apprendre. Aujourd'hui, quand je rencontre des comités de direction, quand je rencontre des directions d'innovation, etc., c'est des gens qui ont en général entre 50 et 60 ans. Ils sont très compétents en informatique, il n'y a aucun problème. Par contre, le machine learning, le deep learning, les deep tech, ils ne savent pas ce que c'est. Bien sûr, ils comprennent les enjeux, c'est leur rôle, c'est normal, ils font ça depuis des années. Par contre, comprendre la mécanique, comment ça fonctionne, comment on peut les améliorer, comment je teste une techno, comment j'améliore cette techno, et quel impact ça va avoir sur mon business et comment je le relie à ma data, finalement. Aujourd'hui, ils ont tous des data. Le problème, c'est comment je la relie à mon business et comment je fais de la business intelligence dessus. C'est ça le vrai problème. Donc, il y a un premier métier qui là apparaît. Effectivement, il y a les data scientists, ça on sait tous aujourd'hui. Si on fait des maths, on sera tous les rois du monde. Sauf qu'on n'est pas tous matheux. C'est un peu le problème. Par contre, le côté business aujourd'hui, vos matheux en général, ils ne les connaissent pas. C'est un peu le problème. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes super bon en maths que vous allez comprendre ce que vous pouvez faire de la data. C'est exactement le problème que Florian a avec vous. Et après, si on continue dans cette voie-là, d'abord il y a un premier travail qui est de raffiner la donnée. Effectivement, il faudra une donnée de qualité en entrée. Donc
On connaît tous les petits captcha. Génial les petits captcha. Super. Première étape qu'on a fait dans notre vie, on a classé pour Google pendant des années. D'accord ? On a pris nos spams, on a dit bah tiens, ça c'est un spam. Google, j'ai pas nous ont dit merci. Super. Génial. Bravo. Qu'est-ce qu'on a fait? On a entraîné leur modèle tous les jours. On a classé de la donnée pour Google en lui disant bah ça c'est un spam. D'accord ? Après on a continué. On a fait le petit captcha. Le petit captcha c'est génial. Vous savez qui c'est qui a créé les captcha? Un ancien de chez Google. Donc les captcha c'est quoi? Vous avez une image, et puis vous avez avant il y a des numéros de route, parce que Google quand ils ont scanné les routes, c'est super bien, ça marchait super bien. Et donc là ils avaient tout le mapping des rues, sauf qu'ils n'avaient pas les numéros. Mais ils avaient toutes les images. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Nous on a dit ah bah là c'est écrit 23, ah bah là c'est écrit 37, là c'est écrit 54, etc. Qu'est-ce qu'on a fait tous les jours? On a classé de la donnée pour Google. Dans tous. Dans tous. Voilà. C'est bien parce qu'ils n'avaient pas besoin d'argent. Donc vous le savez très bien. Pour les petits AdWords, ça coûte pas cher. Et donc, on a continué. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Aujourd'hui, on sait tous qu'ils sont dans la voiture autonome. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ah bah tiens, les captcha, maintenant c'est... Est-ce que c'est un pont? Est-ce que c'est une voiture sur la route? Est-ce que c'est un panneau de signalisation, etc. C'est ça. Aujourd'hui, classer de la donnée, il faut classer de la donnée. Ça, c'est un des premiers métiers qui va apparaître et très rapidement. Parce que si vous voulez que votre modèle soit efficace, c'est exactement ce que Florian expliquait. D'abord, il faut une grosse masse de données, et ensuite, il faut pouvoir la classer, mais la classer très finement, qu'elle soit très bonne. Plus votre classement va être pertinent, plus votre modèle il va être bon. Et aujourd'hui, c'est une des clés. Vous voyez, il y a même des sociétés qui font ça en Afrique. Génial, hein? Effectivement, mais c'est pas très compliqué, c'est beaucoup moins cher en Afrique. Et donc, du coup, ça, c'est un des premiers métiers qui va être investi. Ensuite, tous les métiers où il va falloir gérer de l'humain. Parce que aujourd'hui, il y a un énorme chantier sur la transformation digitale. Aujourd'hui, on ne s'en rend pas compte, mais tous les gens qui sont là, dans toutes nos sociétés, on va tous être disruptés quasiment. Il ne faut pas se leurrer. Tout ce qui est automatisable va être automatisé. Donc demain, il faut être capable de créer des nouvelles choses et il faut être capable de le faire en fonction de son business. Et en plus, il faut aller plus vite que les autres. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut changer son état d'esprit, ça veut dire qu'il faut améliorer sa façon de travailler, et ça veut dire qu'il faut sans cesse aller se former. C'est-à-dire aller chez DigiSchool et dire voilà, moi j'ai besoin d'informations là-dessus, etc. C'est ça la vérité. C'est que ce qu'on a connu où j'apprends depuis pendant 30 ans, je reste tranquille, c'est fini ça, c'est terminé. Demain, il faudra que vous appreniez l'intelligence artificielle, demain, il faudra que vous appreniez peut-être les langues étrangères, demain, il faudra que vous appreniez des nouvelles méthodes qu'on ne connaît même pas encore, d'autres choses. Parce que dans chaque domaine, on va devenir de plus en plus pointu. Regardez, aujourd'hui, les radiologistes, je connais plein. J'ai discuté avec un l'autre jour parce que j'ai envoyé un article sur, je ne sais pas si vous connaissez Andrew Ng, qui est un des pontes du machine learning. Et lui, son leitmotiv, c'est l'intelligence artificielle et la nouvelle électricité. Et donc, ce qu'ils ont fait comme premier, il travaille pour Baidu avant, et ce qu'il a fait comme premier jeu d'essai, c'est qu'ils ont pris les radios, et à chaque radio, c'était un radio pour traitement du cancer du poumon, ils ont mis un diagnostic, d'accord? Et donc ils ont entraîné un modèle comme ça, avec des images, et le résultat. Et donc, après ils l'ont comparé à ce que pouvait faire un humain. Une fois sur 3, la machine est meilleure. Statistiquement au bout, la machine est meilleure que l'être humain. Pourtant ce sont des radiologistes, hein. C'est des gens qui sont habitués à être hyper carrés, hyper blancs, etc. Voilà, radiologistes, c'est fini, c'est mort. Par contre ces gens-là, ils ont un apport. Ils ont un apport sur des cas très particuliers. Effectivement, tout le monde n'aura pas du boulot là-dessus. Mais par contre, ils vont pouvoir avoir un autre apport là-dessus. Qu'est-ce que va devenir le métier de radiologiste demain? Qu'est-ce qu'on pourra faire? Qu'est-ce qu'on pourra faire d'autre, etc. Comment on va aller plus loin dans les radios, etc., etc. Il y a plein d'autres choses qui vont arriver. Il y a plein de nouveaux métiers qui vont arriver qu'on ne connaît pas. Regardez, nous on n'a pas connu ça, mais regardez l'arrivée de l'automobile. L'automobile, quand c'est arrivé, il faut bien se souvenir quand même. Hein. À l'époque, c'était les chevaux avec les petites charrettes. On disait voilà, ça ne marchera jamais, ça fait du bruit, ça pollue, c'est inconduisible. Voilà. Regardez l'industrie de l'automobile aujourd'hui, les plus grosses industries au monde. D'accord ? Il y a des millions de métiers qui en sont induits. Alors, on n'aurait jamais pensé qu'il y aurait un moteur à explosion
comme on le fait aujourd'hui. On n'aurait jamais pensé qu'on aurait des berlines, qu'on aurait des camions, qu'on pourrait faire ça partout dans le monde. Et on n'aurait jamais pensé non plus qu'on aurait une voiture électrique derrière. Une dernière chose, aujourd'hui on est tous fanats de la livraison à domicile, d'accord? C'est génial. Ok, super, je commande et puis j'ai mon petit sushi qui arrive chez moi, c'est génial. Sauf que les sushis, livrer des sushis, c'est hyper dangereux. Ils roulent à l'envers, dans toutes les rues, ils sont sans casque, ils ne mettent pas de casque. Voilà, c'est un métier pas très sympa quand même, sous la pluie, etc. Non. Il y a les drones qui vont arriver, c'est sûr que ça va arriver. Alors, on va pas avoir ça demain, mais dans 5 ans, c'est sûr que les drones ils seront là, quoi. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et tant mieux, parce que tous ces métiers-là, c'est de la pénibilité et c'est du risque pour l'être humain, quoi. L'être humain, c'est une valeur ajoutée hyper importante. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on se batte. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Il faut laisser la partie que la machine peut faire. Et par contre, il faut vraiment développer la partie humaine qui aujourd'hui, finalement, on l'a mis un peu de côté en se disant, bah non, de toute façon, aujourd'hui, on le voit tous dans nos métiers. Il y a plein de choses qu'on peut automatiser. On se dit, non, mais c'est pas grave, je vais attendre que ça arrive, tranquille. C'est Kodak. Ça, c'est Kodak. Voilà. C'est simple. Kodak, ils avaient tous les brevets pour faire de la photo numérique. Ils ont fait, non, ça c'est le business. On va pas trop toucher au business, on va pas toucher à la poule d'or. Ou aux œufs d'or, pardon. On va plutôt attendre. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont fait disrupter et ils sont morts. Voilà. Aujourd'hui, il y a plein de sociétés lyonnaises ou parisiennes, même à l'étranger, qui se posent cette question-là. Les Japonais, ils n'ont toujours pas compris comment Tesla avait pu mettre l'autopilote dans une voiture. Je me garde le soir chez moi, d'accord? Je reprends ma voiture le lendemain matin, il y a l'autopilote. Voilà. Pour eux, ça c'est juste surréaliste. Culturellement, pour eux, c'est impossible. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, cette culture-là, il faut l'avoir. Il faut l'avoir parce que les GAFA l'ont, les Chinois l'ont, et les Japonais vont commencer à l'avoir. Et en Europe aussi, il faut qu'on l'ait. Il faut que ça bouge. Et les nouveaux métiers, il faut les créer. Il y en a plein, regarde. Tu parlais de bots tout à l'heure. Pour les bots, aujourd'hui, il faut classer de la donnée, mais il faut créer des bots. Métiers qui n'existaient pas avant ça. C'est pareil, ça va être comme ça dans chacun des métiers. Dans chacun des métiers qu'on fait aujourd'hui, il va y avoir des nouveaux métiers qui vont être créés. On ne les a pas tous. Il y en a plein d'autres qui vont arriver, qui vont être géniaux. Mais il faut avancer. Il ne faut pas attendre et regarder et dire oh, il y a une vague qui arrive là, qu'est-ce que je vais faire? Non, il faut la prendre la vague, il faut aller santé. Et oui, on va tomber, on va se faire mal, c'est sûr. Mais par contre, il y a plein d'autres choses qui vont arriver qui vont être super bien. Mais aujourd'hui, penser que l'intelligence artificielle c'est très loin et que c'est pas là, c'est pas vrai. Aujourd'hui, l'intelligence elle est là. L'intelligence artificielle elle est là-dedans. Dans votre téléphone, depuis 2007. Aujourd'hui, on sait tout de vous là-dessus. Ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, ce que vous faites, etc. Le pire, c'est Facebook. Voilà. Facebook, il sait tout de vous. Et en plus, on lui donne notre donnée, pas à tous. C'est 1984, pas à tous. Et en plus, ils font des millions avec ton dos. Voilà. Donc il y a plein de métiers à inventer, et je pense qu'en particulier, il y en a un sur la data. Parce qu'aujourd'hui, la data, on a tous une data qui vaut de l'or. Aujourd'hui, ils l'utilisent tous pour eux. Tous, au sens général. Hein. Je ne mets pas trop les GAFA là-dedans, mais tous. Alors que notre data, elle a une valeur. Voilà. Aujourd'hui, gérer de la data, ça, c'est plein de métiers qui n'existent pas encore aujourd'hui. Voilà. Créer de la valeur sur la data, par exemple, c'est un truc extraordinaire. Comment on le fait aujourd'hui? Personne qui est capable de répondre à ça. N'attendez pas que ce soit les votes qui fassent bouger les choses. N'attendez pas qu'il y ait des gens qui vous prennent par la main en disant tiens, viens, il y a un nouveau métier qui va arriver. Bon, créez-le vous-même. Des questions? Ouais. J'ai une question un peu provocatrice. Ouais. Est-ce qu'on est en 2017 ou en 1990? Parce que pour moi, quand j'entends le discours, je suis d'accord à l'intelligence artificielle révolutionne, etc. Mais si on fait un petit peu l'observation sur ce qui s'est passé dans les années 2000, moi j'ai commencé à travailler dans les années 2000, et finalement, si on observe un employé de la Poste, il fait plus du tout son travail aujourd'hui comme il le faisait à l'époque. Il y a de nouveaux métiers dans la Poste qui se sont créés, on utilise le téléphone, on utilise le portable, le PC portable. En fait, on met beaucoup d'accent sur préparez-vous, tout va changer, etc. Ça change déjà depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années.
Et je pense que cette histoire de prépare-toi, je pense que ça fait longtemps qu'on se prépare mentalement à quelque chose, ça s'accélère. Il y a une accélération certaine des tendances bousculées. Mais quelque part, ça fait des années déjà que le monde du travail se transforme et qu'on a effectivement des comportements évoluants des comptables, par exemple, qui vont travailler d'une certaine manière et qui demain vont perdre 50% de leur activité. Donc, est-ce que vraiment il y a une vraie révolution ou est-ce qu'il y a une tendance marketing à je dirais, grossir un phénomène qui est déjà existant? Les deux, en fait. Clairement, il y a un changement qui s'accélère, effectivement, avec l'avènement des nouvelles technologies, des nouvelles capacités de calcul, etc. Et puis derrière, il y a effectivement le hype marketing de l'intelligence artificielle, aujourd'hui, qui, comme dans tout ce qui est hype, va s'essouffler un petit peu, et qui commence à s'essouffler un peu dans la Silicon Valley, parce qu'il y a plein d'acteurs qui sont venus, qui ont utilisé l'intelligence artificielle, mais qui n'en font pas vraiment. Finalement, quand on creuse un peu derrière, on s'aperçoit que ce n'est pas forcément des modèles très évolués. Mais par contre, il y a des vraies choses qui sont en train de se mettre en place derrière, avec des vrais enjeux géopolitiques, derrière. Et c'est là où il faut commencer à faire quelque chose. C'est là où il faut commencer à un message social hyper important. Parce que c'est nous aujourd'hui qui traitons ça. C'est vraiment pas. J'ajoute un petit mot par rapport à votre question. Je vous invite à aller voir une vidéo sur l'Innovation Gap de Marc Giguet. Je crois que c'est comme ça qu'il y a un peu un monsieur. Marc Giguet, G-I-G-E-T. C'est un peu un monsieur innovation en France. Un des gars qui pense l'innovation de façon assez poussée. Et il a récupéré pas mal d'analyses un petit peu des métiers actuellement pour regarder justement cette innovation. Ce qu'on appelle l'innovation gap, hein, c'est la différence qu'il y a entre, pour une technologie, les métiers qui sont détruits et les métiers qui sont créés. Donc on a des chiffres comme ça sur les 200 dernières années, 300 dernières années, sur des millions de métiers des milliers de métiers qui ont été détruits, qui ont été recréés, etc. Des nouveaux métiers qui ont été créés, combien de temps ça a pris, tout ça. Donc à chaque fois on a les courbes qui sont un peu en décalé, mais ça se passe plutôt bien. Et la différence, là, il y a le même innovation gap que d'habitude, mais la différence c'est que du fait de l'accélération dont vous parliez, c'est pas juste le fait qu'il y ait une accélération ne pose pas juste un problème pour, on va dire, réduire le temps que ça va prendre ou l'augmenter. C'est qualitatif, ça change vraiment, parce que ça se creuse plus rapidement qu'on ne peut créer des nouveaux métiers. Et donc on a un innovation gap qui est prévu pour se creuser indéfiniment. Donc c'est là que ça pose des questions sur les revenus universels, etc. C'est dans cette innovation gap que la question elle se pose. Mais qualitativement, on n'est plus sur juste une différence, ok, ça va prendre un peu plus de temps à se combler. Ça s'accélère de façon continue et il n'y a aucune raison, aucun indicateur pour que l'innovation gap arrête de continuer à se creuser. Donc là, il y a une question qui se pose à ce niveau-là, c'est en effet quels sont les nouveaux métiers qu'on peut créer pour que cette innovation gap, ça soit pas... Enfin, la question, c'est pas juste quels nouveaux métiers vont se créer de fait, c'est comment on pense maintenant à créer des nouveaux métiers exprès pour combler cette innovation gap. Il faut créer des nouveaux métiers vraiment avec la volonté, non pas juste de créer de la valeur, mais de créer des métiers. Ça tourne sur du vent, mais en fait c'est vachement créatif comme démarche. On trouvera dans ces métiers des choses qu'on n'aurait jamais pensé qui sont passionnantes. Et là, dans le monde de la data, il faut tout faire, il faut créer des métiers à l'appel. Il faut qu'il y ait des métiers qui se créent sur des nourrisseurs d'intelligence artificielle, qui vont sélectionner les bonnes datas, c'est des métiers d'éthique. Ça n'existe pas les métiers d'éthique aujourd'hui pratiquement. Il y a un métier d'éthique qui est de choisir dans la data, quelle data on va donner à l'algorithme. Comme on disait tout à l'heure, je ne sais plus qui parlait un petit peu des algorithmes sur le recrutement, c'était Florian. Pour trouver les bonnes personnes, les personnes qu'on a envie de recruter, l'algorithme, on ne peut pas lui donner n'importe quoi à manger. Il faut choisir les bonnes datas pour pas qu'il y ait ces biais, par exemple, d'hommes blancs de 40 ans qui ressortent. Donc il y a vraiment des métiers éthiques sur le choix des datas, sur le fait de les raffiner, comme disait Olivier, etc. Et là, il faut en créer à l'appel des métiers comme ça. Donc le sujet de data, en plus, on le comprenne. Je vous invite à regarder cette vidéo, elle est très très intéressante, et puis c'est quand même quelqu'un qui a un point de vue économique sur la question. Donc ça permet de repasser le travail dans une vraie dimension sociétale. Bon, merci Olivier. Alors dernière intervention, donc l'ordinateur causal. Donc là c'est la démonstration d'une technologie. Pierre-Antoine, je te laisse te présenter et dire un petit peu comment tu as développé ça,
puisque donc c'est le créateur de cette techno. Donc on a gardé le plus dur pour la fin, là, ça va être un petit peu plus technique. Histoire de vous endormir non, je m'appelle Pierre-Antoine et merci à Flavien, merci à Creactive de m'accueillir aujourd'hui pour vous présenter la techno sur laquelle je bosse depuis un peu plus de 3 ans. C'est une techno, alors le terme propos c'est analyse de signalement supervisé. Est-ce que non supervisé ça parle à tout le monde? Ouais. Juste pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec ça. Non supervisé, c'est une branche de l'intelligence artificielle où on analyse des données sans forcément dire à la machine ce qu'on cherche. Plutôt que de lui dire voici tout plein d'images de chats, est-ce que cette image-là c'est une image de chat? Là c'est une analyse d'une donnée sur laquelle la machine ne sait rien et on lui demande juste de trouver quelque chose d'intéressant à l'intérieur. Il n'y a pas de guidage. Bon, ça fait un peu 3 ans que je fais de la recherche un peu pure, donc je parle plus souvent avec un compilateur C++ qu'avec des humains. Donc si vous ne comprenez rien, n'hésitez pas à me balancer une chaussure ou un truc comme ça, je me révélerai. Ou avec les bras aussi, ça peut marcher, ça fait moins mal. Donc c'est une machine, un algorithme générique qui analyse n'importe quel signal. Mais pour faire une illustration plus concrète, aujourd'hui je vais vous parler dans le contexte bien précis du langage naturel, de l'analyse du langage naturel. Alors, quand on lit, une des particularités de l'analyse du langage naturel, c'est quand on voit une phrase comme ça, qui est écrite, comme cet exemple-là, notre cerveau, en fait, il est tellement connecté sur le langage naturel qu'on voit tout de suite, pour nous ça nous paraît hyper évident, il n'y a aucune difficulté à analyser cette phrase. Et ce qu'il faut se rappeler, c'est que du point de vue d'une machine, quand on code un algorithme et qu'on n'a aucun présupposé, ben on se retrouve avec une série de bytes, quoi. Des 1 et des 0, ou bien ici c'est des valeurs hexadécimales. Donc il faut un peu prendre un peu de recul pour comprendre un petit peu la difficulté de ce problème-là. Alors pour l'analyse du langage naturel, il existe aujourd'hui toute une multitude d'outils, heureusement parce que c'est un problème qui est tellement énorme, ça commence par un moteur de recherche comme Google, qui doit comprendre le texte. Donc on a toutes sortes d'outils, et je vais vous en présenter quelques-uns très connus, par exemple la segmentation. On va prendre tout bêtement la segmentation par l'espace ou la ponctuation. Donc ça c'est un truc qui nous paraît évident, donc voilà, on n'a pas plein de lettres, on a 5 mots. Une autre chose qu'on peut faire, c'est qu'on prend un dictionnaire et on note tous les mots qui ne sont pas intéressants dedans, ce qu'on appelle des stop words. Donc ça nous permet d'éliminer cette ou le, parce que c'est des mots qu'on considère comme pas très importants dans cette phrase, ce qui nous permet de trouver les mots qui sont eux plus importants. On peut également partir d'un mot et faire ce qu'on appelle du stemming, de la lémétisation, c'est-à-dire qu'on va prendre le radical du mot, par exemple ici compre, et comme ça on peut faire un rapprochement sémantique avec d'autres mots qui commencent pareil ou qui finissent pareil, compris, comprenne, comprendre, ce qui permet encore de faire du rapprochement entre des termes. On peut également coder à la main des graphes sémantiques, donc, par exemple ici utiliser des synonymes. Donc si dans cette phrase j'avais utilisé le mot engin ou dispositif, finalement la phrase on aurait considéré que ça avait le même sens. Donc tout ça c'est des outils qui sont codés à la main. Je dirais que pour chaque grand problème du langage naturel, il y en a plein. Ça peut être la détection d'erreurs, la correction, détecter quelle langue c'est, traduire des choses d'une langue à une autre, estimer le temps de lecture. Ça, je ne sais pas si vous avez utilisé Medium, mais par exemple, ils affichent combien de temps il faut pour lire un article. Tous ces problèmes-là, en fait, sont traités aujourd'hui par, non pas un outil d'analyse de langage naturel, mais par une multitude d'outils qui sont hyper ciblés et qui sont assemblés en fonction des besoins. Donc finalement, aujourd'hui, le langage naturel est plutôt traité sous forme d'une pipeline. Il y a plusieurs étages avec des variantes à chaque fois pour pouvoir trouver du sens dans le texte. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que le texte, contrairement à un fichier Excel, à la base, c'est quand même une donnée non structurée. Nous, on voit la structure du texte parce qu'on le comprend, mais en réalité, pour une machine, il n'y a pas de structure a priori, c'est juste une suite de caractères. Donc l'inconvénient de ces pipelines, c'est que c'est un travail humain important. Donc il faut le faire à la main, il faut écrire plein de règles en fait, du type un espace, ça sépare deux mots. C'est statique, alors qu'on sait très bien que la langue est dynamique. Quand on voit sur Twitter les nouveaux mots qui apparaissent tous les jours, on se dit que les machines elles auront du mal à suivre. Il faut refaire le même travail pour chaque langue. Donc évidemment, si on veut faire de l'analyse de l'anglais, il y a déjà plein d'outils qui existent. Mais pour peu que votre sujet d'étude soit le tchécoslovaque ou le tchèque ou une autre langue très peu commune, il y a des grandes chances qu'il n'y ait personne encore qui ait travaillé sur votre langue. Et du coup, vous n'avez plus aucun outil devant vous. Et c'est également limité à nos connaissances de la langue. Évidemment, on a plein de biais sur la langue parce qu'on l'analyse, on la modélise, etc. Alors qu'il faut quand même se rappeler, essayer d'être un peu modeste. La langue, c'est quand même un
un objet vivant, quoi. C'est quelque chose qui vit avec les humains, avec des nouveaux mots qui apparaissent, des nouveaux idiomes, des nouvelles idées en permanence. Du coup, il ne peut pas y avoir vraiment de modèle qui modélise la langue, c'est pas possible. Donc c'est quelque chose qui doit être plutôt dynamique avec le temps. L'ordinateur causal, lui, c'est un système générique. Donc, je vais utiliser un terme hyper condensé, mais je vais décrire un peu mieux ce que c'est. Donc c'est un système de reconnaissance de motifs qui est fractal, non supervisé et sans présupposé. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est pas très compliqué. Donc le principe de reconnaissance de motifs est très simple. Hein. On prend deux morceaux d'un signal qui vont ensemble et on dit bah tiens en fait ça c'est un symbole. Par exemple P plus A ça fait pas. C'est assez simple. Fractal dans le sens où à partir de motifs qu'on a créés, donc c'est des motifs de premier niveau, on crée d'autres motifs. Le système crée des motifs et puis des motifs de motifs et des motifs de motifs de motifs, etc. Et donc ça devient de plus en plus précis avec son apprentissage. Il n'y a pas vraiment de limite haute dans la complexité de ce qu'il décrit dans le signal. C'est non supervisé, donc c'est-à-dire qu'on ne dit pas au système ce qu'il doit voir. On ne lui dit pas bah, ces motifs-là que tu as créés ils sont bien ou ils ne sont pas bien. Il n'y a pas d'intervention extérieure en fait, il apprend entièrement en autonomie. Et donc il n'y a pas de présupposé, c'est-à-dire qu'à l'entrée de l'algorithme, ce qu'on a c'est un flux de bytes. Donc il ne sait pas si c'est du texte en UTF-8, de l'image, du son, n'importe quoi. Tout ce qu'il voit, lui, c'est une suite de bytes. Donc à l'intérieur de l'algorithme, il n'y a aucun présupposé linguistique. Donc on ne lui dit pas, par exemple, pour l'anglais, tu vas plutôt faire ça, pour du chinois, tu vas plutôt faire ça, etc. Là, c'est un algorithme qui est purement générique. Donc, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Oui, donc, ce que je voulais dire, c'est que un des gros problèmes dans le système de reconnaissance de motifs sans présupposé, c'est qu'en fait, on réalise vite qu'on a un petit problème calculatoire. Parce que rien qu'avec 2 bytes, on arrive à faire, donc un byte c'est 8 bits, donc 8.0, donc il y a 256 possibilités pour un byte. Donc quand on prend 2 bytes, il y a déjà 65 000 motifs possibles avec juste 2 bytes. Avec 3 bytes, on passe à 16 millions. Avec 4 bytes, on est à 4 milliards. Et avec 10 bytes, par exemple un mot assez commun en français, ça va être codé en 10 bytes, on est déjà à 10 puissance 24 motifs. Vous pouvez imaginer qu'il n'y a aucun ordinateur qui est capable de gérer tous les motifs possibles. Donc on arrive dans ce qu'on appelle l'explosion combinatoire. Et donc il faut trouver une solution à ça, parce que sinon l'ordinateur il va lire 3 textes et il va tomber à court de mémoire et il ne pourra plus rien coder. Et pour résoudre ce problème-là, et c'est là où vous allez peut-être un peu mieux comprendre le terme d'ordinateur causal, on va rajouter des contraintes. C'est-à-dire que plutôt que de dire que tous les motifs sont possibles, on va user de contraintes, c'est des contraintes causales. Alors la causalité, je pense qu'on comprend tout ce que ça veut dire, c'est le principe des causes et des effets dans tout ce qu'on observe. Donc ça c'est une contrainte qui vient de la physique. Donc ça c'est une particularité de l'ordinateur causal, c'est que c'est un algorithme qui est basé sur un phénomène physique et non pas sur des règles mathématiques comme les réseaux de neurones ou les statistiques de manière générale. Donc ces contraintes causales vont limiter le nombre de motifs qui sont possibles en fait dans le système. Donc par exemple, si j'ai le motif AB qui existe, qui pourrait être décrit sous forme A est la cause de B, et bien forcément ça ne peut pas être compatible avec BA. Donc déjà là on a éliminé tout un tas de motifs qui sont possibles. Ça c'est des contraintes du premier ordre, mais on a également des contraintes du second ordre. Par exemple si A est vu comme la cause de B et que B est la cause de C, alors on ne peut pas avoir plus loin C qui est la cause de A. Je ne sais pas si vous voyez commencer à voir un petit peu, c'est des contraintes qui font que dans tous ces milliards de motifs possibles, en fait on a éliminé tout un paquet. L'objectif, c'est de se concentrer sur la vraie structure du texte et non pas sur toutes les possibles structures qu'on peut imaginer dans un flux de bytes. Donc, la difficulté évidemment là-dedans, c'est qu'on ne peut pas dire c'est AB et c'est pas BA. On ne sait pas finalement lequel est le bon dans ces motifs. Donc, il faut voir ces contraintes comme des contraintes dynamiques. En fait, ça évolue en fonction du temps. C'est-à-dire que par exemple, si on voit AB au début, on va se dire on va considérer que AB c'est le bon motif. Mais si plus tard on a des fluctuations dans le système, c'est-à-dire plus d'apprentissage qui vont nous dire que finalement c'est plutôt BA la vraie forme et qu'on s'était trompé sur AB, et on va détruire AB et on va remplacer par BA. Donc en fait dans le système, au fur et à mesure de son apprentissage, de sa lecture, il va découvrir des motifs, il va les considérer comme hypothétiques, et donc certains motifs vont être renforcés et certains motifs vont être détruits. Donc il y a un phénomène d'apprentissage oubli, une sorte de sélection naturelle à l'intérieur qui fait que c'est un graphe qui est en perpétuel mouvement et qui va trouver, je dirais, des structures plus ou moins stables avec le temps. Donc je vais vous montrer une petite démo de ce que ça donne, parce que ça c'est bien joli, mais c'est que de la théorie.
Bon, j'ai pris des captures d'écran parce que c'est pas mon ordinateur et je suis pas sûr qu'il y ait un compilateur C++ en forme dessus. Mais bref, si vous voulez faire une démo après, j'ai ma machine, on va s'amuser un peu avec. Ce que je vais vous montrer ici, donc c'est encore dans le langage naturel. Ce que je vais vous montrer en fait, c'est que j'ai pris, là c'est un cœur de connaissance qui est vide. Là, il n'a jamais rien lu de sa vie. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander de parser cette phrase. Donc je vais lui envoyer cette phrase en entrée et je vais lui demander de me renvoyer les meilleurs motifs qu'il trouve pour décrire entièrement cette phrase. Il va découper la phrase au fur et à mesure. Donc là, je vais montrer par exemple, sans aucune connaissance a priori, qu'est-ce qui me sort? En fait, il me ressort toutes les lettres. C'est logique, il n'a jamais rien appris de sa vie, donc lui, il ne reconnaît aucun motif puisqu'il n'en reconnaît aucun. D'ailleurs, vous remarquerez ici que le CCD, c'est 2 bytes. Donc déjà, il fait encore pire que ça. Il a carrément découpé le CCD en 2 morceaux parce que le CCD en UTF-8, en encodage, c'est 2 bytes. Maintenant, je vais lui faire lire 10 articles du Wikipédia en français et je vais lui redemander le même travail. Après 10 articles lus, on voit qu'il commence à y avoir des motifs un peu quasiment compréhensibles. Il y a carrément 7 et 2 qui sont des termes qui sont déjà encodés comme un seul motif. Et après, c'est un petit peu découpé, pas forcément de manière très, très compréhensible. Je vais lui faire lire 300 documents supplémentaires et voilà ce qui me sort. Donc voilà comment il comprend ce flux de bytes. Il ne comprend pas comme 27 bytes, il le voit comme 4 motifs de haut niveau. Et bon, déjà, il y a quelque chose qui est relativement rassurant, et c'est pour ça que je le fais avec le langage naturel, cette démo, c'est que c'est assez compréhensible, c'est même limite un peu banal, quoi. C'est un découpage, on voit les motifs, ils commencent par un espace, ça ressemble à des mots, quoi, finalement. Mais on voit aussi qu'il dépasse le concept de mots. Par exemple, là, c'est pas le plus français, c'est le français, quoi. Donc, pour lui, il y a un motif pertinent qui est le français. C'est pas le plus français, un français. Donc, ce qu'on voit en fait, ce qu'il est en train de faire, au fur et à mesure de son apprentissage, au fur et à mesure qu'il crée de la connaissance, en fait, il va compresser de plus en plus le signal. Là, il y a 0 compression. Là, il commence à compresser un peu plus, et là, il a compressé à un niveau encore supérieur. Et peut-être que s'il continue à apprendre, peut-être que j'aurai cette machine qui filmerait, je sais pas. J'ai pas essayé. Ce qui est assez intéressant, c'est que bon, là, ce qu'on voit, c'est juste quelques termes, mais en réalité, derrière, ça, c'est des morceaux d'un énorme graphe où il y a plein de connexions à l'intérieur. Et du coup, je peux me balader à l'intérieur pour voir ce qui se passe. Donc là, en fait, ce que je fais, c'est le processus inverse. C'est-à-dire que je vois que comprend, en fait, c'est comp et en. Et que comp, c'est C, OMP, R, etc. Et du coup, là, c'est le processus de déconstruction. Et lors de son apprentissage, en fait, il est parti de ces lettres-là. Quand il a vu OMP, il a créé le motif OMP. Et puis après, quand il les a assemblés avec cela, il a créé celui-là, etc. jusqu'à arriver au mot. Donc on voit la nature un peu fractale. C'est-à-dire qu'il est parti d'un truc super granuleux et il est monté à quelque chose qui est assez compréhensible. Il y a une autre chose qu'on peut utiliser dans ce graphe, c'est le taux de connectivité. Alors, chaque motif, finalement, il appartient à ce graphe et donc il est connecté avec d'autres morceaux de ce graphe. Ben, là, ce que j'ai fait, en fait, c'est que plus c'est clair, moins c'est connecté dans mon graphe. Donc ici, ça nous donne une information qui est assez intelligible. On voit que le truc le moins connecté, c'est le terme le français. Le truc le plus connecté, c'est 7. Donc ça, on peut tirer une conclusion relativement intéressante. C'est que dans cette phrase, le truc le plus spécifiant, c'est le français. C'est le terme le plus exotique qu'il y a dans la phrase. Et 7, c'est le moins exotique. Donc ici, on a une fonctionnalité qui est super intéressante en analyse de langage naturel, c'est qu'on est capable de dire, juste en regardant finalement ces motifs, quelle est la partie la plus importante de la phrase et quelle est la partie la moins importante. Donc on voit qu'ici, le plus important, c'est le français. Machine, puis comprend, et puis 7. Donc c'est quelque chose qui nous donne finalement, juste avec une information quantitative, qui nous donne déjà une conclusion presque linguistique, sémantique. Je peux aussi faire un truc marrant, c'est par exemple là, j'ai refait la même opération, mais j'ai remplacé le E par un A. Et évidemment, comprend avec un A, il n'existe pas, donc il n'a pas été reconnu comme un motif. Et donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'on peut se servir de ce découpage, de ce parsing, pour détecter des erreurs. Par exemple ici, je vois, tout ça c'est des termes connus, ils commencent tous par un espace, donc c'est une règle que j'ai découvert finalement en lisant du texte. Et là, je vois qu'avec un AND, c'est une erreur, quoi. Il y a une faute à cet endroit-là. C'est une faute supposée, évidemment. Ce terme, il ne le connaît pas, et donc ça me permet, moi, en tant que développeur, d'exploiter ça pour dire, là,
je vais dire à l'utilisateur qu'il y a une erreur. Bon, le correcteur orthographique de Pro, il a réussi à le trouver tout seul. Bon, je ne peux pas contre des avis de code. Mais voilà, donc ça c'est un exemple, encore une fois, où au lieu de partir d'une règle que j'ai codée à la main, là c'est juste, j'ai regardé ce qui sortait du système et j'en tire des conclusions. Après, ce que je peux faire, c'est que je peux partir des morceaux et essayer de retrouver finalement la forme plus juste. Je peux faire des hypothèses là-dessus. Par exemple, ici, je prends contre, en ce motif-là, et je regarde en fait tous les motifs qui commencent par contre, ou qui contiennent contre. Et du coup, là, je vois, bon, je ne sais pas si c'est de la chance ou pas, mais il y a comprend qui arrive en premier. Mais il y a aussi comprendre, compris, etc. Donc je me retrouve finalement avec quelque chose avec lequel potentiellement je pourrais refaire, à partir des morceaux, refaire de la correction. Oui, alors là j'ai fait un truc marrant aussi, c'est qu'en fait j'ai commencé par le français, c'est celle-là, et après ce que j'ai fait c'est que j'ai vidé la connaissance et je lui ai fait apprendre de l'anglais. Et après j'ai vidé la connaissance, je lui ai fait apprendre de l'allemand, du chinois et du japonais. J'ai rebalancé la phrase dans chacun de ces corpus de ces connaissances. Et du coup, je vois que celui qui compresse le mieux, c'est celui qui avait appris sur du français. L'anglais, c'est un peu moins bien, l'allemand, c'est encore pire. Le japonais, on voit que quelqu'un qui a lu beaucoup de japonais n'arrivera pas forcément à trouver le sens de cette phrase. Et du coup, je dirais, ça peut être aussi une façon de détecter la langue de quelque chose. Là, on voit ici, par exemple, c'est un texte qui est très très court, donc c'est quelque chose qui n'est pas évident à faire. C'est détecter la langue d'un texte. Et ici, en ayant finalement des connaissances en parallèle, qui ont été entraînées sur des corpus en langues différentes, je peux voir juste avec le taux de compression lequel est le plus probable. Donc c'est probablement du français, c'est peut-être de l'anglais, par exemple on voit que machine, c'est quelque chose qui est en anglais. En allemand, il y a aussi un petit peu, il y a français, le corpus allemand. Ça c'est Wikipédia, donc il y a peut-être des termes français aussi. Et voilà, donc ça c'est encore une fonctionnalité, je dirais, un peu haut niveau qu'on arrive à obtenir à partir de cet apprentissage purement bas niveau, quoi. C'est un exemple parmi d'autres de choses, de cas d'usage finalement de cette techno d'apprentissage générique pour résoudre des problèmes qui aujourd'hui sont résolus à la main. Ce qui est assez intéressant parce que notamment la segmentation, découper des choses en unités de sens, c'est quelque chose qui est relativement simple dans les langues latines parce qu'il y a des espaces, mais en chinois ou en japonais, il n'y a pas d'espace. Il y a des points, des virgules, des choses comme ça, mais il n'y a pas d'espace. Donc, pour segmenter des choses intéressantes en chinois, on ne peut pas tricher comme on le fait en anglais ou en français. Donc là où l'ordinateur causal présente un avantage, c'est qu'il n'y a pas d'a priori linguistique, donc on peut lui envoyer du chinois, du japonais, du tchèque, des trucs comme ça. À partir du moment où il y a un corpus sur lequel il peut commencer à se faire la main, il sera capable d'en tirer des conclusions sans avoir à faire de code à la main, sans avoir à créer des heuristiques. Donc voilà un petit peu le tour de quelques cas d'usage. Ça c'est vraiment basé sur du langage naturel, mais on peut imaginer également traiter d'autres types de langage, comme peut-être l'ADN ou des flux de données, ou je sais pas moi, des sons, des choses comme ça. Pour l'instant c'est une techno qui est encore trop jeune, donc je ne sais pas ce que ça donnerait. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'essayer, mais je serais très content de le faire. Donc aujourd'hui, on sort de quelques années de recherche. Je travaille avec des physiciens sur le sujet. Et du coup, là, ce qu'on est en train d'opérer, c'est la bascule. Je vous dis, c'est la première fois que je présente ça en public. On n'a fait aucune publication derrière. Et là, on est en train de faire la bascule, en fait, de partir de la recherche, et rentrer peut-être dans un monde plus industriel, peut-être proposer ce genre d'outils sous forme d'une plateforme technologique ou un software qu'on vendrait sous licence. Donc il y a un peu tout à faire sur le plan modèle économique. On est hyper ouvert. Si vous avez une problématique qui traite de langage naturel ou même d'ADN ou autres signaux non structurés que vous voulez analyser, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Si vous êtes développeur C++ ou C, le reste je ne sais pas, je suis aussi intéressé parce que pour l'instant je suis le seul à coder tout ça et il y a beaucoup de boulot en termes d'optimisation et tout ça. Là, la démo que j'ai faite, ça tourne sur mon PC, hein, c'est relativement peu gourmand en ressources, mais évidemment, s'il fallait l'envoyer sur le cloud et traiter des millions de requêtes par seconde, ça serait un peu limite. Il y a encore pas mal de travail en termes d'industrialisation à ce sujet-là. Voilà, merci pour votre...
après avoir lu 300 articles, la machine a compris que comprend c'était un mot. Ouais. Et après, tu as montré comment ça séparait, comment tu peux le casser en arbre. Et là, il s'est un peu planté parce qu'il a séparé, au lieu de séparer cron et prend, Ouais. l'étymologie, il a séparé le C, puis après le OMP et le R. Si tu lui as fait lire encore 10 fois plus d'articles, est-ce que là il aurait commencé à devenir meilleur et à souvent voir Ouais. comment ça se casse de manière... Bah, là déjà, tu pars d'un présupposé. C'est que comprend, c'est plus naturel de le découper en compte que prend. Ce qui n'est pas forcément la réalité de la langue. C'est encore une fois ce que je disais dans les outils linguistiques, c'est qu'on part de ça, on a envie qu'ils disent con et prend. Alors que lui, il a trouvé des choses différentes. Pour l'instant, ce qu'il faut, c'est peut-être prendre un peu de recul et laisser émerger ces trucs-là. Alors oui, pour répondre à ta question, le découpage des mots change avec le temps. Donc c'est possible qu'au début, ce soit C, OMP et puis REND, mais en fait, c'est possible que ce soit confirmé ou bien que ça change plus tard et que ce soit C ou T. Pour l'instant, ce que j'ai remarqué, mais juste avec mes observations comme ça, c'est que ça ressemble plus à quelque chose un découpage sonore en fait. Il découpe beaucoup sur le E, c'est pour ça que en fait, il met le en après le pr. Ça ressemble plus à quelque chose de sonore que quelque chose de plus syntaxique. Ce qui va peut-être nous faire découvrir des choses sur la langue après, notamment sur des langues comme peut-être en hébreu où il n'y a pas de voyelles, donc la segmentation se fait différemment. J'ai fait des tests avec du chinois, il y a des choses assez intéressantes, c'est qu'ils rassemblent des idéogrammes qui vont ensemble. Par exemple, j'avais une phrase qui contenait Pythagore qui est un nom propre mais qui est regroupé qui est écrit en chinois sous forme de 2 idéogrammes, il les avait mis ensemble. Il n'avait pas coupé entre les deux. Donc il y a quelque chose de relativement bluffant finalement. Enfin, là, ce que j'ai fait, c'est un algorithme qui est générique. Je ne sais pas encore ce qu'il est capable de faire et je découvre au fur et à mesure de mon usage. Donc j'essaie justement de ne pas le forcer dans une direction parce que sinon ça risque de rajouter des règles qui biaisent en fait. J'ai peur de biaiser l'algorithme en essayant de corriger quelque chose qui n'est pas forcément cassé. Donc il faut un peu... c'est une autre manière de réfléchir. Plutôt que d'essayer de faire de la modélisation avec des règles, plutôt essayer de laisser émerger des choses. C'est l'aspect purement chaotique en fait. Et c'est un algorithme, ça fait des milliards d'opérations pour arriver là, et c'est impossible en fait de suivre le fil. C'est un algorithme qui est ultra récursif, et du coup on ne peut pas débugger en regardant étape par étape, c'est pas possible. On est obligé de balancer le truc dans la boîte noire et puis de regarder ce qui me sort, puis se dire ouais bon ça me paraît pas mal, ou ça me paraît complètement foireux. Mais voilà, c'est un exercice d'humilité aussi, surtout pour un développeur qui a l'habitude de contrôler les choses. Petit challenge pour toi, du coup, comment tu lis le thème de ce soir? Oui, c'est vrai que je suis complètement hors sujet, je suis désolé. J'annule tout. Il m'avait prévenu, je lui ai dit oui. Ouais, non, c'est vrai que là c'est de la techno pure. Alors, déjà, c'est assez rigolo, mais on dit souvent que pour avoir un emploi garanti dans les prochaines années, il faut faire de l'intelligence artificielle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui s'investissent dans les outils justement d'analyse de langage naturel. Et donc aujourd'hui, il y a plein de boulot. Si vous cherchez dans l'analyse de langage naturel, il y a plein de boulot, quoi. Parce que je vous ai dit, il y a plein d'outils différents pour faire toutes les choses qu'on peut faire avec la langue. Mais moi, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est casser la baraque et dire que même les gens qui bossent dans l'IA aujourd'hui, dans l'intelligence sur de NLP, potentiellement ils vont perdre leur job parce qu'il y a un algorithme plus générique qui va sortir. Et ce sera peut-être aussi le cas pour les réseaux de neurones ou des trucs comme ça. Il y a peut-être des gens qui vont passer 20 ans à se mettre dans les deep learning avec des réseaux de neurones. Et puis un an plus tard, il y a un autre algorithme qui va dire le deep learning ne sert plus à rien. Bon, c'est peu probable, mais je dirais que c'est un peu une fuite en avant et il n'y a pas trop grand-chose à faire. Sinon, déjà, rien que le sujet de non supervisé, il est ressorti souvent. Parce qu'aujourd'hui, 99,9% des avancées se font dans le domaine supervisé, avec le deep learning et compagnie. Et il y a beaucoup de gens qui disent on est encore très loin de résoudre tous les problèmes. Regardez, dans le non supervisé, il n'y a encore rien. Et du coup, moi je trouve ça assez marrant parce que là, c'est un algorithme qui est non supervisé et qui pourtant sort des choses qui ne sont pas rien, quoi. C'est encore un petit peu. C'est encore les débuts, mais je dirais que ça a un petit peu de mérite quand même, quoi. Donc c'est une manière d'aiguillonner un peu le sujet, de se dire même si on se sent à l'aise, on se sent en sécurité dans certains domaines, en fait on n'est pas forcément en sécurité non plus
dans ce domaine. C'est pas ce qui va. Donc je n'essaie pas de déprimer tout le monde, il y a plein de trucs cool à faire. Peut-être qu'on arrivera à faire des copains avec ce genre de machine. Est-ce que tu penses que le non supervisé va prendre le dessus à un moment? Est-ce que tu es convaincu intimement qu'avec le deep learning, on va dans la mauvaise direction En fait, le non supervisé, ça répond pas au même problème. C'est pas genre non supervisé versus supervisé. Il y a plein de problèmes que ça résoudra très mal. Par exemple, je sais pas, me reconnaître un chat ou un truc comme ça dans une photo, ce qui est un des plus gros problèmes aujourd'hui. En termes d'argent, je veux dire. Ça, c'est un problème que j'arriverai pas à résoudre avec ce genre d'approche-là rapidement. Même si tu scannes le net et que tu vois chat associé à des images de chat. Bah peut-être, mais j'ai l'impression que j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de problèmes sur lesquels il vaut mieux tricher finalement et utiliser des heuristiques, des modèles comme des réseaux de neurones. Ça va plus vite finalement au résultat que ça. Maintenant, il y a des problèmes qui sont très complexes. Je pense notamment à la météo, les phénomènes économiques, les phénomènes de la langue. Tout ça, c'est des problèmes qui sont très complexes au sens mathématique, qui ne peuvent pas être linéarisés. Et ça, pour ces problèmes-là, je pense que le non supervisé il est obligatoire. Je pense que c'est même pas une question de. Enfin, parce que je parlais de l'explosion combinatoire, les réseaux neuronaux ne résolvent pas ce problème-là. Les réseaux neurones, c'est des systèmes linéaires. Donc déjà, en termes mathématiques, ils ne peuvent pas résoudre la langue, ça a été démontré d'ailleurs. Et donc, je pense que dans tous les cas, il va falloir mettre un pied dans le non-linéaire vraiment et avoir des systèmes comme ça qui sont chaotiques. C'est-à-dire qu'il y aura un apprentissage qui n'aboutit pas à un modèle, qui aboutit en fait à une espèce d'algorithme qui vit en permanence, qui découvre en permanence de nouvelles choses, qui va oublier certaines choses, qui va se tromper, mais qui va ressembler de plus en plus à une espèce d'objet vivant dans lequel on a plus ou moins confiance. C'est aussi une approche un petit peu métaphysique. Dernière question. Moi, très très modestement, je voudrais déjà valider le fait d'avoir compris la démonstration. En fait, le Graal, c'est de trouver un algorithme le plus générique possible, de manière à apprendre à structurer un langage qui a priori n'est pas. On sait que le langage est structuré parce qu'on arrive à le parler. On partage tous une culture. Le langage, c'est ce qui nous permet de réfléchir déjà entre nous, et puis aussi à communiquer. Donc on partage une certaine structure de langage avec tout le monde. Et c'est un langage qui vit. C'est-à-dire qu'on invente des nouveaux mots, on arrive à passer des idées d'un individu à l'autre, même s'il faut créer des nouveaux concepts linguistiques. Mais donc il existe une structure, mais qui est en permanente évolution. C'est-à-dire que c'est pas une structure qu'on peut modéliser. On ne peut pas dire voilà, ça c'est un livre qui explique tout le français. Ça n'existe pas. Donc c'est l'intérêt de cette algorithme. Et donc une fois qu'on a mis ça en place, l'idée c'est de trouver des champs d'application dans lesquels cette structuration dynamique va permettre de quoi? Du coup, quelle est la finalité en fait? Alors ça peut être de remplacer tous les outils qui sont faits à la main. Par exemple, les outils, ça peut être des trucs comme un moteur de recherche, tout simplement, un moteur de recherche qui comprend ta phrase. Aujourd'hui, le moteur de recherche, il va prendre ta phrase et puis il va découper par l'espace, et puis il va considérer tout ça comme une liste de mots-clés. Alors qu'en réalité, il y a un contexte, les mots, ils vont les uns avec les autres. Et puis, donc un système qui découpe par l'espace, déjà, il a un problème, c'est qu'il ne va pas savoir limiter le contexte. Il va rester fixé sur des mots, alors que potentiellement, toute la phrase, c'est un contexte très particulier. Si je dis par exemple Pierre qui roule n'amasse pas mousse, c'est plein de mots, mais c'est un concept en réalité. Alors qu'une phrase avec 3 mots, ça peut être 3 concepts très différents. L'orange bleu, Tour Eiffel, c'est des trucs, tu vas pas compresser ça dans ta tête, c'est pas un concept, c'est bien 3 concepts. Et du coup, ce système-là, ce qu'il découvre lui, comme il a une sorte d'expérience, il va justement repérer ce qui est un contexte et ce qui est au contraire une information distincte. Donc, comme ici, cette machine comprend le français, il n'a pas regroupé machine et comprend, parce que ça ne fait pas forcément de sens, c'est bien 2 informations distinctes. Et du coup, voilà, c'est adaptatif, alors que le français, il les a regroupés par contre. Le français, pour lui, c'est un concept. C'est pas 2 concepts, c'est un. Donc il a regroupé ce contexte-là. C'est un contexte qui est plus précis que la somme de ses parties. Donc, voilà un peu l'avantage d'un algorithme comme ça, c'est qu'il n'est pas limité en termes de scope. Enfin, il s'adapte mieux au contenu
et il se fixe pas trop sur la syntaxe. Il va vraiment essayer de comprendre le contenu et faire des associations d'idées entre les morceaux du contenu, plutôt que voir ça comme une liste de mots-clés, et puis tiens, j'ai repéré que ce mot-clé-là, il est dans ce document-là, et ce mot-clé-là. Donc concrètement, ça peut faire des meilleurs moteurs de recherche, ça peut faire des systèmes de traduction qui sont plus rapides ou mieux, parce que par exemple la traduction c'est aussi quelque chose où le contexte il est hyper important pour traduire des mots. Donc ça peut faire tout ce qu'on sait déjà faire, peut-être plus rapidement, peut-être pas, hein, mais peut-être plus rapidement, et ça peut aussi ouvrir des nouveaux champs, des nouveaux champs d'application, peut-être sur des signaux beaucoup moins structurés comme l'ADN par exemple. L'ADN, on comprend beaucoup moins bien l'ADN que le français, quoi. Peut-être qu'il va réussir à trouver des structures internes dans l'ADN qui sont intéressantes. Je sais pas. C'est des choses que je dois découvrir maintenant. Donc là, je suis en train de me lancer plus dans le monde, c'est pour ça que je fais cette présentation aussi ce soir. C'est que justement, je veux être en contact avec des vrais problèmes. Voilà, c'est ça. Des gens qui se disent, voilà, j'ai essayé les outils qui existent sur le marché pour mon problème, il n'y a rien qui fait, il n'y a rien qui marche. Est-ce qu'on peut essayer avec l'ordinateur causal? Quelle est la différence entre supervisé et non supervisé? Le supervisé, en fait, ça résout le problème. Voilà, j'ai ces ensembles de données-là. Pour cette donnée-là, j'ai trouvé, moi, en tant qu'utilisateur, cette information-là. Par exemple, ça peut être une liste de tweets, et il y a quelqu'un derrière qui a dit ça c'est un tweet positif, ça c'est un tweet négatif. Donc, dans un algorithme supervisé, tu vas prendre toute une série de tweets qui sont déjà étiquetés, et tu vas me dire, voilà ce tweet inconnu, est-ce que c'est positif ou négatif? D'accord? Mais le problème que moi je résous, c'est plutôt, voilà, j'ai un texte, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Est-ce que ça te fait penser à quelque chose? Est-ce que c'est plutôt un truc que tu relirais à des articles que tu as pu lire sur la politique, ou est-ce que c'est quelque chose que tu relirais plutôt avec des articles que tu as lus sur le sport? Donc c'est quelque chose qui traite beaucoup plus d'une donnée non structurée. On n'a pas étiqueté, on ne dit pas à la machine ce qu'elle veut, ce qu'on veut qu'elle voit, on dit plutôt à la machine, ça c'est un amas de données qui a priori n'a pas de structure, montre-moi la structure de ce qui est à l'intérieur. Comme là, cette phrase, c'est 30 lettres, et à la sortie, il dit c'est 4 concepts. C'est 4 concepts. C'est ça la structure. Ça compresse. Voilà. Je propose que tu lui poses plein de questions pendant le cocktail. Tu veux aller plus loin. Merci à tous pour votre attention. Alors bon, j'avais dit que ça serait ouvertement optimiste, ça n'a pas été si facile, hein. Enfin, on peut le voir, donc c'est vraiment qu'il y a un enjeu. Je vais quand même vous dire une phrase qu'une fois j'ai entendue de la bouche de Catherine Simon, une roboticienne qui est plus ou moins celle qui a lancé InnoRobot à Lyon, qui maintenant est à Paris, donc le grand salon sur la robotique. Et elle m'avait dit une fois, elle était très contente que les machines la remplacent dans plein de tâches en fait. Elle me disait si mon travail peut être remplacé par une machine, c'est que je fais un travail de machine. J'ai trouvé que c'était aussi triste et fataliste que beau et encourageant, parce que d'une part ça disait de toute façon tous les métiers qui aujourd'hui sont automatisables, on va les automatiser et il n'y a même pas de questions à se poser, donc au revoir les chauffeurs de bus, etc. Par contre, l'autre pendant de la phrase c'était quand même de dire que tous les métiers avaient une composante humaine. Aujourd'hui, le chauffeur de bus, il a une confiance avec ses voyageurs qui aujourd'hui est un peu perdu. Il y a un côté empathique, un côté relationnel dans tous les métiers pratiquement, qui lui n'est pas remplacé. Et donc ça va peut-être recentrer plein de métiers là-dessus. Et à titre d'exemple, il y a une expérience qui a été faite. Maintenant, un avion, avec l'intelligence artificielle, on sait le faire décoller, on sait le faire voler, on sait le faire atterrir. Donc le pilote, a priori, en a plus besoin. Ils ont essayé de ne pas mettre de pilote dans des avions. Je vous laisse imaginer, vous entrez dans l'avion, il n'y a personne aux commandes, petit stress, donc ils en ont remis des pilotes et voilà, c'est pas dans tous les avions, hein, mais il y a des avions qui sont capables d'être complètement autonomes, et alors il y a quelques situations extrêmes où c'est très bien d'avoir un pilote pour qu'il reprenne les commandes, mais il est surtout là pour vous dire dans le micro, ne vous inquiétez pas, je suis là. Ouais. Donc, et tout ça, ça peut recentrer aussi sur certains aspects de relations qui sont aussi intéressants. Voilà pour recadrer un petit peu l'optimisme que j'avais promis. Et puis maintenant je vous laisse aller vous remplir le ventre parce que ça aussi ça fait quand même bien. Bonne soirée.